Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. Pour parler de la maternité, les métaphores météorologiques ne manquent pas. On dit parfois que devenir mère, c'est un ouragan, par exemple, que le postpartum est apocalyptique, qu'on a l'impression d'être dans l'œil du cyclone, tout ça. Sauf que, dans l'histoire de Montaigne, les métaphores prennent vie et que le cyclone, elle était dedans, elle, pour de vrai. Montaigne a dû déménager à 6 mois de grossesse sur l'île de Mayotte, s'adapter à une toute nouvelle vie, gérer la délocalisation de son dossier médical et sa préparation à l'accouchement sur un territoire totalement inconnu. Déjà, rien que ça, c'est rock'n'roll, mais ça se gère. Mais ce que Montaigne ni personne n'avait prévu, c'est l'arrivée quelques semaines plus tard du cyclone Chido, ravageur et meurtrier, qui les a laissés, elle et son mari, dans un territoire désolé, sans eau courante, sans électricité et dans la crainte constante des pillages. C'est donc dans ce chaos le plus total que son accouchement a dû avoir lieu, dans un couloir de maternité inondé, au milieu de dizaines d'autres mères paniquées, de câbles électriques arrachés et de sages-femmes débordées. En termes d'apocalypse, on est pas mal, non ? Je vous rassure, Montaigne a accouché d'un petit garçon en pleine santé, mais forcément, les circonstances tellement particulières de sa grossesse et de son accouchement, puis de son postpartum, ont laissé des vraies séquelles, qu'elle soigne encore aujourd'hui grâce à l'amour de son conjoint, une bonne thérapie et le récit de cette histoire hallucinante qu'elle a tenu à venir raconter, reconnaissante et bien vivante. Bonjour Montaigne. Bonjour. Bienvenue dans mon studio. Merci. Je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, Montaigne, me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille. Comme tu es une auditrice assidue, je pense que tu connais cette petite musique. Alors vas-y, c'est ton tour. Du coup, je m'appelle Montaigne David. J'ai 26 ans, je viens de Amiens. Je suis originaire d'Amiens, mais j'habite un peu partout, donc ça je l'expliquerai après. Je me déplace beaucoup. Je suis coach sportive spécialisée dans l'entraînement féminin, adaptée aux hormones, postpartum, grossesse. Génial. Et ma famille se compose de Mario, mon conjoint, Joshua, mon fils, qui va avoir 1 an le mois prochain déjà, et mon chat, Kilo. Kilo Wea, son nom complet. Kilo. Kilo. Est-ce qu'il porte bien son nom ? Elle est minuscule. Ah voilà. Bon, et alors, Mario, il fait quoi dans la vie ? Mario est basketteur professionnel, du coup, en 3e division française. Donc, c'est pas le haut niveau, mais c'est pro à 100%. Et ça nous amène à beaucoup bouger. Alors, tu sais que j'adore les histoires d'amour, donc j'aimerais déjà savoir comment tu as rencontré ton basketteur pro, Montaigne. Alors, est-ce que tu l'as target ? Pas du tout. Genre, est-ce que tu étais toi-même fan de basket ? Est-ce que tu étais cheerleader à tes heures perdues ? Pas du tout. J'y connaissais rien. On s'est rencontrés sur Tinder. Moi, je sortais d'une relation hyper compliquée, chaotique, complet. Et je ne voulais absolument pas me remettre avec quelqu'un pendant un moment. Je voulais profiter de la jeunesse. Lui, il venait d'arriver à Amiens. Il venait de signer sa première saison professionnelle à Amiens. Donc, je pense que lui, pareil, il était dans cette optique de première saison de sportif pro. Oui. On va s'amuser, on va profiter. Ah, j'allais dire, on se concentre quand c'est sa première saison. Il se concentre sur le sport, mais il n'était pas destiné du tout à se mettre en couple. Il voulait justement se concentrer 100% basket. Et c'est pour ça qu'à la base, on ne voulait pas se mettre ensemble pendant longtemps. Oui, l'idée n'était pas d'avoir l'esprit trop pris par une histoire d'amour. C'est tout à fait ça. Et au début, on s'est vraiment dit, bon, c'est pas sérieux. On se voit pour profiter, mais voilà, on est amis et c'est tout. Ouais, enfin, amis avec bénéfice, mais il n'y aura pas de couple, quoi. Rien de sérieux. Et puis, Covid. Le Covid arrive. On est en 2020. Ouais, 2e confinement. Ok. Et donc, lui, à l'époque, est en colocation logé par le club avec un autre joueur. Et moi, je suis un peu sans appartement parce que c'est une période compliquée. Donc, je sors de cette relation précédente avec quelqu'un de violent qui a eu une 2e vie pendant toute notre relation. Ah là là. Ouais, ça a été très compliqué. Je suis vraiment sortie de là dans un état pas top.
Et du coup, j'avais pas de logement parce que je venais de déménager sur Amiens, donc j'étais plus ou moins chez mes parents, mais je revenais après 3 ans chez mes parents, donc pas simple. Ouais, et pas envie. Pas envie. Je venais d'essayer de reprendre des études de médecine après 4 ans d'arrêt. Impossible. Donc voilà, j'ai abandonné et du coup, je me sentais pas bien parce que plus vraiment d'objectifs pro. J'avais repris médecine dans le but d'être sage-femme parce que c'était le métier de mes rêves. Ok. Mais trop compliqué, même financièrement, je pouvais pas. Et du coup, pendant le 2e confinement, donc il l'annonce et Mario, il me dit moi je repars dans le sud, mon coloc s'en va, si tu veux, prends l'appart. Moi, je me dis, ok, c'est gentil, donc je vais dans l'appart. Et en fait, au bout d'une semaine, il me dit, je remonte avec toi. Et on se confine ensemble et on verra. Et il s'avère que la vie commune se passe à merveille. On s'entend super bien, alors que ça fait 2 mois qu'on se connaît. Donc ça aurait pu très mal se passer. Ouais. Et ça se passe trop bien. En fait, vous êtes pris à votre propre jeu. Complètement. Mais, vraiment stupide, en gardant en tête qu'à la fin de l'année, quand il va changer de club, c'est fini. Donc on se met en CDD en fait, dans notre relation. Ouais. On se dit c'est un CDD, à la fin de l'année c'est fini, on profite 1 an et c'est tout. Ok. Donc on vit toute cette année-là en se disant voilà, à la fin de l'année c'est fini, à la fin de l'année c'est fini. Comment vous vous présentiez à vos potes ? Comme un couple. Comme un couple. Oui. Tu disais c'est mon mec. Oui. Puis on était complètement... Jusqu'au 31 juillet, c'est mon mec. Profitez-en. Je suis en couple. C'est vraiment ça. Et on se disait qu'en plus on était exclusifs, sérieux, donc on était un couple. Mais juste on était en mode c'est un couple, CDD à la fin de l'année, fini. D'accord. Bon, donc spoiler. Pas fini. Le CDD a été renouvelé et s'est transformé en CDI. Oui. Et alors, à la fin de votre calendrier, de la saison, de basket, donc lui, il a été envoyé à Besançon. À Besançon. C'est ça. Et là, vous vous êtes dit quoi alors ? Et là, on s'est dit au revoir à la base. D'accord. On s'est dit, voilà, on arrive à la fin. Et puis là, les larmes, et on se rend compte qu'impossible. Et puis en fait, en 2 jours de temps, il me dit, non mais... En vrai, on essaye. Et puis, moi, j'avais vraiment rien à l'époque qui me retenait, pas de travail. Je voulais reprendre mes études pour être coach, justement. Ouais. Et du coup, je m'inscris à Besançon et puis on se dit, let's go, on verra. Et puis, moi, je l'ai rassuré. Je lui ai dit, dans le pire des cas, si ça se passe mal, je rentre. Je sais me débrouiller. J'ai vécu toute seule avant pendant 4 ans. Je suis partie à l'étranger seule. Oui, c'est ça. Je suis débrouillarde, t'étais indépendante. C'est ça. Trop bien. Et puis, en plus, on parlait déjà d'enfants et tout ça. Hein, donc, Ah ouais. Ah oui, non, mais oui, on était... on n'en parlait pas pour nous ensemble. Dans un cosmos stupide. On n'en parlait pas pour nous ensemble, mais on en parlait. C'est mignon. C'est mignon parce que c'est vraiment genre, non, on ne s'engage pas. Surtout, on ne s'engage pas. Mais bon, quand même, prévoyons les prénoms de nos enfants. Hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, alors, pour aller jusqu'à la destination qui nous intéresse, donc il y a eu Besançon, donc il y a eu Amiens. Ensuite, il y a eu Besançon. C'est ça. Ensuite, il y a eu Poissy, en région parisienne. Poissy, d'accord. Donc, et à chaque fois, vous renouveliez vos vœux pour une saison ? Non, après Besançon, on était en mode, ok, c'est bon. Tu me rassures. Maintenant, on bouge ensemble. On prévoit tout ensemble. Donc, Amiens, Besançon, Poissy. Et ensuite, du coup, fin de Poissy, c'est là où je suis tombée enceinte. À la fin de Poissy, tu tombes enceinte. Ouais. Ok, alors, comment est arrivée cette grossesse ? Vous en parliez donc depuis... En fait, on en parlait, on a toujours su qu'on voulait avoir des enfants jeunes. Ça, c'était sûr. Moi, la maternité, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Je voulais être sage-femme. Oui. J'ai toujours été à me renseigner partout. J'écoute Bliss depuis 7 ans. La maternité, ça m'a toujours passionnée. Et Mario, alors, il en disait quoi ? Mario, pareil. Mais moi, j'ai des historiques assez compliqués gynécologiques, puisque j'ai une endométriose, j'ai un utérus cloisonné, donc une malformation, et du coup, on m'a toujours dit qu'avoir des enfants, ce serait très compliqué. On me l'a toujours dit. Que j'avais un très gros risque de fausse couche. On t'a dit ça avant même que tu sois en essai bébé. Ouais, j'ai fait plusieurs tests, plusieurs IRM, et tous les médecins m'ont toujours dit, en faisant les tests, ça va être compliqué. Maintenir une grossesse, ce sera dur. Tomber enceinte, ce sera dur. Et surtout, il y a un très gros risque préma, en fait. Ça me rend ouf. Pardon. Et du coup, en avril, on se dit, en mai, on se dit, je vais arrêter ma pilule parce qu'on sait que, il y a quand même un délai souvent quand on arrête la pilule pour tomber enceinte. Et on se dit comme ça, on se laisse 5-6 mois où on fait attention, le temps que j'ai arrêté ma pilule. Et puis, normalement, en novembre-décembre, on pourra peut-être lancer vraiment le projet bébé, sachant que d'ici là, on aura changé d'équipe et on sera installé.
quelque part. Absolument. J'ai arrêté ma pilule le 28 mai. Je suis tombée enceinte le 30. Et voilà. Sans avoir eu de règles, sans période d'ovulation, 2 jours après avoir arrêté la pilule. Mon Dieu. Ouais, complètement inattendu. Du coup, inattendu. Plus oui, ou moins. Vu ce qu'on t'avait dit, effectivement, voilà, je m'y attendais pas du tout. Il y avait de quoi être surprise. C'est ça. Et tu es bien l'exemple qu'il ne faut croire que son corps. Complètement. Donc, comment ça se passe pour toi quand tu découvres cette grossesse ? C'est marrant, mais on a ce petit accident. On se dit, bon, aucun risque. Oui. J'ai même pas eu mes règles depuis que j'ai arrêté la pilule, aucun risque. Et le lendemain de cet accident, je vais travailler et je dis à mes collègues, je me sens trop bizarre, je suis sûre que je suis enceinte. Mais le lendemain, en fait, j'avais un genre de, je sais pas, un petit nausée un peu. Et du coup, je dis à ma collègue, trop bizarre. Mais bon, de toute façon, on est le lendemain, donc oui. On va attendre, quoi. Bien sûr. Et elle me dit, non mais impossible que tu saches ça tout de suite, attends et on verra. Et puis, une semaine après, je me sens toujours aussi bizarre. C'est-à-dire que j'ai vraiment des symptômes que j'ai jamais eu de ma vie. J'ai une boule dans la gorge, j'ai pas d'appétit, je suis fatiguée, trop bizarre. Et du coup, je vais à la pharmacie et je lui dis, est-ce que je peux prendre un test ? Et je lui explique les conditions de potentielle conception. Et elle me dit, ça ne sert à rien. C'est impossible que vous soyez tombée enceinte 2 jours après la pilule, sans avoir eu de période d'ovulation. C'est mort. Donc elle me dit, ne prenez pas de test, ça sert à rien. J'en prends un quand même. Merci. Je fais le test, négatif, mais trop tôt en même temps, ça fait qu'une semaine. Ah oui. Et je commence à avoir des énormes douleurs dans le bas du dos, mais des crises de douleur où vraiment je me tords dans mon lit et j'appelle les urgences et en fait ils me disent venez, on va voir, c'est bizarre quoi. Ils regardent, rien. Ils me disent rentrez chez vous. Le lendemain, ils regardent. Ils me font une échographie. Non, je te crois pas. Si, ils me font une échographie et ils me disent rien. Donc le test est négatif, l'échographie rien. Ne montre rien. Rien du tout. C'est une écho externe ou interne, endovaginale ? Interne. Ouais, il y a rien. J'y retourne le lendemain. Mes crises, j'étais allongée par terre chez moi et j'étais toute seule. Et je leur dis, mais là, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir, tellement j'avais l'impression qu'on m'arrachait le bas du ventre. C'était plus trop le dos, c'était le bas du ventre à ce moment-là. Okay. J'avais tellement mal. Alors maintenant, avec du recul, je me dis que c'est peut-être dû à mon utérus cloisonné. Je sais pas. Peut-être que... Et est-ce que tu étais sujette aux maux de ventre à cause de l'endométriose déjà ? Non, moi l'endométriose, elle me provoque pas de maux de ventre, elle me provoque les cystites. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc non, pas tant. J'ai eu des règles douloureuses, mais là, rien à voir. Là, c'était vraiment, je pouvais pas me mettre debout, quoi. Je vais aux urgences et je dis à la dame, s'il vous plaît, regardez si je suis pas enceinte, parce que je me dis qu'il y a une possibilité, etc. Oui. Et donc là, elle fait une écho pour voir si je suis enceinte. Oui, avec ça en tête. Ouais. Et elle me fait une écho intravaginale encore. Ouais. Et elle me dit, vous ne pouvez pas être enceinte, votre endomètre est trop fin ou trop épais, je ne sais plus. Vous aurez vos règles sûrement dans 2-3 jours, ça se voit. Ok. Bon, je me dis, là c'est moi qui suis folle, je suis vraiment pas enceinte. Donc verdict, rien dans l'utérus. Elle me dit, ce n'est pas possible que vous soyez enceinte. Oui, mais c'est pas possible, mais elle regarde quand même, elle explore. Ah oui, elle regarde, elle explore, elle me dit, votre endomètre il est de telle façon, donc ça veut dire que vous allez avoir vos règles dans 48 heures. Vous ne pouvez pas être enceinte. Donc je me dis, voilà, on passe. Et elle me dit, je vous envoie quand même en gynéco et ils vont faire des tests un peu plus poussés pour trouver ce qui va pas par contre, parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus grave, quoi. Elle m'envoie en gynéco et en fait, on me fait un test urinaire. Et la dame revient, elle me dit, vous êtes enceinte ? Et là, je me mets à pleurer. Et je lui dis, je suis désolée, mais en fait... On m'a tellement pas cru depuis 2 semaines, là ça faisait 2 semaines à ce moment-là, que ça me fait du bien qu'on me dise que j'étais pas folle. Bah oui, bien sûr. C'est ça. Et du coup, j'étais toute seule en plus, donc c'est pas la façon rêvée de découvrir qu'on est enceinte. Non, c'est sûr. Mais au moins, t'avais une explication tangible. Je me suis dit, enfin. Oui. En fait, Mario vient me chercher aux urgences et m'attend dehors. Et en fait, à la base, je voulais faire tout un truc où je lui annonce. Pas du tout, je lui ai annoncé sur le parking de l'hôpital. Voilà. Simple et efficace. C'est ça, je lui ai dit, on revient après-demain, refaire une écho, tu viens avec moi ? Et il m'a dit, pourquoi faire ? Je lui ai dit, pour voir si le bébé il va bien. Et du coup, là, il m'a dit, mais t'es enceinte ? Il est pas du tout dans l'émotion, il monte pas beaucoup, donc il a pas eu de réaction folle, mais j'ai vu qu'il était prêt, en fait. Il était OK, let's go. Il était OK. Donc là, on était début juin, du coup. On savait que dans 2-3 semaines, il fallait qu'on quitte notre appartement à Poissy, mais
en général, vers mi-juin, on signe en fait ailleurs. Et du coup, on était en mode, il a fait une super saison, c'est sûr, on va signer rapidement. On va signer rapidement et on va déménager. Ça va très bien se passer. Et moi, je vais me remettre à mon compte le temps de finir la grossesse et voilà quoi. Ok. Et donc, ça arrive quand alors ça ? Pas tout de suite. Quand est-ce qu'on vous l'a fait cette signature ? Il n'y en a pas eu. Et c'est là où ça a commencé à être très compliqué. C'est que le mois de juin passe, pas de signature. Aucune proposition. Rien. Et on comprend pas. Et ses agents, ils comprennent pas non plus. Ils lui disent que c'est pas logique parce qu'il sort d'une bonne saison. Bah oui, trop bizarre. Et en fait, cette année-là, il y a énormément de joueurs qui se retrouvent sans club. Donc on voit le temps passer et on se dit, ça va être compliqué. Parce qu'en plus, moi, en étant à mon compte, j'ai rien de fixe. Et je viens de quitter mon job parce qu'à l'époque, j'étais dans plusieurs salles. J'avais tout arrêté en disant, de toute façon, on déménage, donc il faut que j'arrête. Et du coup, mi-juillet, on rend l'appart et on est obligé de retourner chez ma mère. Oh là là. Ouais. Et alors, vous restez combien de temps chez ta mère ? On reste chez ma mère pendant 4 mois et demi. En attente d'une réponse, dans l'attente, d'une mutation. Tous les jours, on attendait. Et à être au chômage tous les deux ? Tous les deux. Oh, aucun revenu, pas de RSA parce que moi je suis à mon compte, donc j'ai pas le droit au RSA. Et on n'a rien. On n'a rien et on voit le temps passer. La cohabitation, elle est très compliquée. On peut pas se projeter dans la naissance de notre enfant. On peut pas préparer la chambre. On peut rien faire. En fait. Oui, parce qu'en attendant, toi, tu Moi, poursuis ta grossesse. Avance. Très bien. Très bien. Alors, j'ai juste un risque préma élevé parce que mon col est très fin, donc on me dit qu'il faut que je me mette au repos complet. Mais à part ça, tout va très bien. Et donc là, tu es à 4 mois, 5 mois de grossesse ? Ça va jusqu'à mes 6 mois, ouais. Jusqu'à tes 6 mois ? Ouais. Vous êtes comme ça, presque en stand-by, dans la chambre d'amis chez ma mère, avec toutes nos affaires dans une valise et nos meubles dans un box, et on attend. On attend. On n'a plus de sous, on va pas se mentir, ça devient compliqué. Moi, je peux plus travailler dans tous les cas, même faire de l'intérim, parce que du coup, je faisais de l'intérim à droite à gauche pour essayer de gagner un peu de sous, mais je peux plus parce que je suis en risque préma, et les jobs en intérim, généralement, c'est des trucs physiques, donc je m'arrête. Et là, ça devient dur, mentalement, c'est très dur. Et comment votre couple traverse ça, cette période-là ? C'est dur, mais on reste très soudés. Ouais. On reste très très soudés. On se dit que de toute façon, il va falloir qu'on trouve une solution. Mais ça devient dur parce qu'en fait, les agents, en plus, ils prennent pas vraiment en compte le fait qu'on va avoir un enfant. Et du coup, ils lui proposent des clubs où lui doit partir tout seul. Et moi, je reste chez ma mère toute seule, en fait. Et moi, je lui dis, ça, c'est mort. Je peux pas. Je peux pas rester sans toi, accoucher sans toi. Élever mon bébé chez ma mère, enfin, non, c'est pas possible, en fait. Non. Est-ce que, malgré la situation difficile, vous arrivez quand même à vous connecter à votre bébé ? Pas du tout. On passe à côté complet de la grossesse. Et ça, c'est super dur parce que moi, j'attends d'être enceinte depuis toujours, en fait. J'ai toujours idéalisé ma grossesse, j'ai toujours su que je voulais qu'elle se passe de telle façon, que je voulais accoucher de telle manière, que je voulais être vraiment hyper connectée à ma grossesse. Je voulais faire un shooting grossesse, je voulais faire des cours de yoga de grossesse. Et là, je fais rien. Juste, je suis suivie au CHU toutes les semaines quasiment pour mon risque préma. Mais à part ça, on se connecte zéro. Alors oui, je le sens bouger, etc. Mais en fait, je peux pas me projeter. Donc à partir de là, tout est en suspens. Oui, la grossesse passe vraiment au second plan. Ouais, complet. Et ça n'est pas du tout la priorité, en fait, à ce moment-là, quoi. Non, pas du tout. Parce que votre tête est bien trop préoccupée par la situation pro, par votre situation professionnelle. Ouais. Et alors, à quel moment cette situation va quand même se débloquer ? Alors du coup, on a un appel d'un club qui lui propose de partir à Mayotte, qui lui disent, écoute, si tu viens, il faut que tu sois là dans 2 jours. Donc on était jeudi, fallait qu'on arrive le lundi sur place parce qu'il fallait qu'il fasse directement le match de la Coupe de Mayotte 3 jours après. D'accord. Et ils lui disent, nous, on veut absolument t'avoir, donc on est prêt à négocier vraiment le contrat et on veut vraiment que tu sois là lundi pour jouer jeudi. Genre, c'est non négociable. Et c'est non négociable et en plus, à ce moment-là, c'est votre seule option. Complètement. En fait, c'est ça ou sinon, il a une autre option, c'est partir en Allemagne sans moi. Sauf que ça, c'est pas une option pour moi. Moi, c'est mort. Non. Donc, wow. Donc le coup de fil qui te fait vraiment basculer dans autre chose, quoi. Complet. Et alors, comment vous en discutez tout de suite entre vous ? En fait, en une journée, on prend la décision de partir parce qu'on n'a pas le choix. On a choisi l'inconfort, mais ensemble, plutôt que le confort, mais séparé. D'accord.
Je me renseigne sur la maternité, je vois que ça a l'air un peu compliqué, mais qu'il y a une maternité qui est sur place, donc moi c'est mon point principal. Et une maternité avec... Au niveau, un bon équipement, niveau 3 ? Je crois que oui, parce que c'est la seule. Oui, donc ça doit être ça. J'en parle avec ma sage-femme, elle me dit tu peux prendre l'avion, mais par contre c'est la deadline, quoi. Après tu prends plus l'avion. Parce qu'en risque préma, tu reprendras pas l'avion retour. Donc on sait que c'est un aller, et il n'y a pas de retour avant que le bébé soit là, quoi. Donc on se dit, écoute, on a 3 jours pour tout acheter pour un enfant pour au moins 6 mois de vie. Parce qu'on n'a rien. Mais parce que là-bas, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Y a pas tu de savais magasin. déjà qu'il n'y avait rien. Il y a un magasin pour bébé, il n'y a quasiment pas de stock, il n'y a aucun site internet qui livre à Mayotte. Parce qu'en plus, j'avais acheté quelques trucs, mais d'hiver. Et oui. Sauf que là, on part, il fait 40 degrés, donc il faut tout changer. Oui, le gamin allait être en body complet. pendant tous ces premiers mois, c'est quoi. Ça. Ouais. Donc, mais il faut quand même prévoir. Mais il faut du body. C'est ça, il faut du body, dans il faut tailles. les affaires de maternité, il faut la baignoire, il faut tout, en fait. Ah ouais, il n'y a même pas ça. Non. Alors, la baignoire, au final, j'ai trouvé d'occasion là-bas, parce que c'était trop volumineux à prendre. Oui, quand même. Mais par contre, j'ai pris le transat, le tapis d'éveil, tout est venu. Les couches, c'était dans ma valise. J'avais pris un stock et puis au final, j'ai racheté sur place. Oui, quand même, il y a des couches. Il y a des couches, mais on choisit pas ce qu'on veut là-bas. On prend ce qu'il y a. Donc, par précaution, j'ai tout acheté en 2 jours. J'ai fait des commandes à je ne sais combien d'euros avec une livraison express pour que ça arrive le jour même où on partait à l'aéroport le soir. Donc si ça n'arrivait pas le matin même, c'était foutu. Et nous, nos valises, elles étaient déjà faites. On était dans nos valises depuis 6 mois de toute façon, donc... Mais il fallait constituer celle du bébé, quoi. Voilà, c'est ça. Mon Dieu. Ouais. Comment tu te sens pendant ces 48 heures-là qui ont précédé votre départ ? Parce que c'est quand même pas rien de mettre tout d'un coup, de se projeter dans les 6 premiers mois de sa vie de maman en si peu de temps, de devoir tout commander, tout anticiper. Pour le coup, en plus, on a décidé ensemble que là, sur ces 3 jours-là, Mario ne s'occupait de rien pour les affaires. Lui, il se concentrait sur la négociation de contrat, les coups de téléphone. Il était tout le temps au téléphone. Et moi, je gère tout le reste. Mais un stress. J'ai pas dormi pendant 3 jours parce que j'étais en stress complet. Fallait prévoir les papiers pour la maternité. Fallait tout prévoir, en fait. Et du coup, stress complet et en même temps, impatience d'avoir juste notre chez nous, en fait. Ouais, parce que là, on n'avait aucune intimité. Aucune. Et petit frisson de l'aventure ou pas ? Complet. Oui, aussi, quand même. Ouais, complet. Parce que du coup, tu te renseignes sur Mayotte, j'imagine. Oui, un petit peu. Tu regardes rapidement. Google Maps, alors. Oui, c'est ça, je regarde sur YouTube. Oui, alors pour celles qui ne connaissent pas et qui ne savent pas où situer Mayotte, vas-y, fais-nous un petit cours là de géo. Mayotte, c'est entre l'Afrique et Madagascar. C'est une toute petite île qui est minuscule. C'est une île française qui est très pauvre. C'est le département le plus pauvre de France. Le lagon est sublime, ça je l'avais vu partout, que c'est le plus beau lagon du monde, effectivement. Par contre, la vie là-bas est un peu compliquée. Il y a moitié des habitations classiques, moitié des bidonvilles. D'accord. C'est très très bidonville. Ouais, en fait, il y a énormément de personnes des Comores qui immigrent à Mayotte pour avoir le droit du sol et pour accoucher dans des conditions correctes, en fait. Mais du coup, c'est surpeuplé. Ok. Donc ça, c'est les infos assez basiques ce que je trouve sur Internet. que tu as avant de partir. Donc, tu as déjà une petite tendance sur l'endroit où tu vas atterrir. Mais de toute façon, il faut y aller, quoi. C'est ça. Il faut y aller. On arrive sur place. Mon Dieu, non mais je vous imagine avec tout votre bardage. Et le chat. Et le chat, bien sûr, qui était déjà là. À l'aéroport. Avec donc 7 valises. 7 valises pour une nouvelle vie avec un bébé dans un des DOM, départements d'outre-mer, comme tu disais, le plus pauvre avec de une France. Réputation dangereuse aussi. Oui, c'est ça que tu ne dis pas. C'est qu'il y a aussi quand même pas mal de problématiques de sécurité sur place. On voit ça et en même temps, on a des gens sur place qui nous disent que c'est un peu grossi dans les médias et que c'est pas si dangereux. D'accord, ça c'est le club qui vous rassure là-dessus. La personne qu'on connaît sur place aussi. C'était un ancien coéquipier qui était là avec sa femme, du coup, qui est une copine à moi avec qui j'ai encore des contacts. Donc, d'accord. Voilà, donc ça, je pouvais avoir un petit assez rassurant. Visu, c'est ça. Mais après, ils étaient là depuis 10 jours. Donc, ils étaient dans l'inconnu aussi, en fait.
Ils étaient là depuis 10 jours pour faire partie de la même équipe. Ouais. D'accord. Oui, donc ils avaient 10 jours d'avance sur vous. Ils avaient 10 jours d'avance sur nous. Mais quand même, c'est vrai que ça fait un petit point d'ancrage. Ah oui. C'est ça. On a moi je sais qu'au moins si j'ai besoin, j'ai quelqu'un. Ouais, c'est ça. Je suis pas toute seule, quoi. Donc vous voilà partie à enregistrer vos 7 valises sous et votre chat, mon Dieu. Et là, arrivé à Mayotte, toi avec ton ventre qui est quand même conséquent parce que tu es enceinte de quoi, 6 mois et demi 6 mois, 6 mois je crois. 6 mois. Ouais. Et alors ? On arrive sur place et en fait on arrive à 15h et à 18h il doit être à l'entraînement. Et on va direct au gymnase, en fait. On perd pas de temps, Mario. Voilà, on se dépêche. C'est maintenant. À la limite, il enfilait son short dans le taxi, quoi. C'est ça. On a vraiment posé nos valises, on est parti. Donc. Et toi, tu l'as suivi, oui. Moi, j'y suis allée pour voir comment c'était. Ouais. Du coup, on va à l'entraînement et les premiers jours, franchement, ça se passe bien. Ça se passe bien. Bonne impression. Très bonne impression. Accueil chaleureux, adorable. sympathique. Nos voisins, trop gentils. Ouais, non, franchement, on s'y plaît. Les premières semaines, on adore. On sort beaucoup, on va se promener, on va à la plage. Le lagon, j'ai jamais vu un truc aussi beau, je pense. C'est vrai. Sublime. Donc là, vous vous dites que vous avez pris la bonne décision à ce moment-là. Franchement, je tombe amoureuse de Mayotte à ce moment-là. Je me dis, c'est magnifique, en fait. Alors oui, c'est un peu pauvre, on va pas se mentir. Il y a des choses qui sont dures. Par exemple, l'eau au robinet n'est pas potable, ou du moins est très à risque, donc on la boit pas. Mais on a de l'eau dans les robinets 1 jour sur 2. Ça, c'est dur. Ouais. Parce qu'en gros, on a 72 heures, en fait. Avec de l'eau, 72 heures sans. Mais du coup, quand il n'y a pas d'eau, la douche, les toilettes, la vaisselle, il faut se débrouiller pour avoir fait des stocks à l'avance avec des seaux. On se douche à la bouteille d'eau froide. On a une organisation un peu particulière. Et ça, c'est pareil pour tout le monde à Mayotte ? Tout le temps, pour tout le monde. C'est comme un roulement d'eau pas potable, d'eau courante. Ouais, c'est D'accord. Ça. Tout le temps. Et il y a des périodes où c'est plus et il y a des périodes où c'est moins. Ah ouais. Ça dépend de quoi ? De la pluie ? Je pense que ça dépend des stocks d'eau en fait dans les nappes et du coup il y a des périodes où il y a pas, ça peut être 1 jour d'eau, 3 jours sans. Mon Dieu. Et on n'est jamais sûr que ça va être remis à temps ou que ça va couper à temps, quoi. D'accord, donc ça faut quand même s'y faire. Ça faut s'y faire, ça c'est dur au début. Quand on vient du continent. Ouais. Et les prix dans les magasins aussi, faut s'y faire parce que c'est très cher. Ah ouais. Alors pour manger mal, pas de problème. Pour manger bien, très compliqué. Ouais. Il y a 2 magasins qui se font des choses à peu près correctes avec des produits frais, etc. La première fois que j'ai acheté des tomates, 4 tomates, 12 €. J'ai dit, on va pas manger beaucoup de tomates cette année, du coup. Et puis, on n'en trouve jamais, quasiment. C'est très souvent vide, en fait. Pourtant, vous êtes dans la capitale ? Ouais, on est à Mamoudzou. Et malgré le fait que ce soit la ville la plus importante de l'île, il y a quasiment rien dans les magasins. Trouver, ça dépend. Et en fait, c'est selon les arrivages. S'il y a un arrivage, c'est plein. Mais s'il n'y a pas eu d'arrivage les jours d'avant, c'est vide. Oui, donc ça demande quand même des capacités d'adaptation certaines. Mais on était tellement dans le nouveau, dans le truc et l'excitation en fait de tout ça. Et enfin avoir notre cocon à nous que on était trop contents. Donc c'était pas gênant. Comment se passe, toi, tes premiers rendez-vous à la maternité ? Parce que ton dossier, toi, c'est ça. C'est que votre bébé va arriver dans quelques semaines dans cet environnement-là. Et donc, la maternité de Mamoudzou, elle est comment ? Eh bien, j'y vais pas tout de suite parce qu'il n'y a pas de suivi à la maternité à Mayotte. D'accord. C'est uniquement en libéral. Et en fait, dans les jours avant qu'on parte, là, les 2 jours de week-end que j'ai eus, j'ai contacté une photographe sur place pour faire un shooting de grossesse. Ah, ce fameux shooting que tu voulais faire. C'est ça, qui est sage-femme à la maternité. D'accord. Et en même temps que je lui demandais pour le shooting, je lui ai demandé si elle connaissait une bonne sage-femme libérale à me conseiller. Et elle me conseille une dame qui s'appelle Marion Denis, qui est à 10 minutes de chez moi. Et elle me dit c'est une des meilleures. Si tu arrives à avoir un rendez-vous, franchement, vas-y les yeux fermés, quoi. Ok. J'appelle et j'arrive à avoir un rendez-vous. Et du coup, Marion devient ma sage-femme. Ah, génial. Donc Marion t'attendait, en fait. Enfin, tu savais je savais que j'allais la voir en arrivant. T'allais la voir en arrivant. Et ça. Alors, comment se passe ce premier rendez-vous avec Marion Denis ? Franchement, Marion, heureusement qu'elle a été là. C'est elle qui m'a suivie jusqu'à la fin et après. Et alors, qu'est-ce qu'elle te dit ? Est-ce qu'elle t'explique comment ça se passe, les accouchements à Mayotte ? Elle m'explique tout. Elle me dit que si j'ai la moindre question, je n'hésite pas. Elle m'explique même comment se passe la vie à Mayotte. En fait, elle est d'un soutien
Je sais pas si elle s'en est rendue compte, mais elle m'a mis une vague de fraîcheur là-bas, quoi. C'est la première fois que j'avais quelqu'un qui allait me suivre, parce que moi, j'avais l'habitude de bouger. Donc là, enfin, j'ai quelqu'un de stable, un repère, en fait. Bien sûr. Donc elle m'explique tout, elle me fait les examens, elle me dit que tout va très bien, que j'ai pas du tout un col fin, que je suis pas du tout en risque préma. Ah bon ? Non, que ça a été mal fait à l'écho à l'hôpital. Alors avec ma malformation, j'en ai un. Mais que là, tout va très bien, que j'ai pas à être au repos, que je peux bouger, que je peux faire du sport, parce que moi, c'était mon gros manque, ne pas faire de sport. J'en fais tous les jours. Sûr. Donc elle me dit qu'il n'y a pas de souci, que tout va très très bien, que je peux me relaxer. Oh là là, mais ça doit être tellement soulageant. Tellement. Donc là, Marion, elle te fait considérer ta grossesse autrement, complètement différemment du mindset dans lequel tu étais depuis le début, en fait. C'est ça. C'est-à-dire un truc quand même assez dur, contraignant, risqué. Ouais. Là, négatif, en fait. Négatif. Et là, tout d'un coup, il fait beau, il y a du soleil, il y a cette sage-femme qui te rassure, et tu as une grossesse totalement normale. Complet. Et là, enfin, je me mets un peu dedans. Et là, je m'autorise un peu à... Je le touche, par exemple, chose que je faisais pas avant. Ah bon ? Non, je le caressais jamais, je lui parlais pas. Oh là là. Et là, enfin, je m'autorise, en fait. Et je me dis, ça y est, c'est le moment où je vais pouvoir vivre ma grossesse comme je veux, alors un petit peu différemment. Mais je vais pouvoir avoir préparé la chambre. Mais oui. Moi, ça, c'était très important. Préparer la chambre, préparer les affaires. Et ce qui a été très dur, je pense, jusqu'à ce moment-là, c'est les réseaux. Ça m'a beaucoup fait me rendre compte de ce que j'avais pas, en fait. Et je culpabilisais. Et j'étais triste parce que je me disais pourquoi toutes les femmes, elles peuvent faire ça sereinement, préparer, être bien financièrement aussi. Et moi, c'est la panique, je peux rien profiter, je peux rien prévoir, je sais même pas où est-ce qu'il va naître. Et là, je me relâche, complet. Là, tu te connectes à ta grossesse, à ton bébé, à ton ventre. C'est ça. C'était ton moment, là. Ouais. Donc, s'ensuit un accompagnement avec Marion. Mais toi, tu ne vas pas du tout à l'hôpital pour l'instant. Du tout. Tu iras le jour J, c'est ça qui est prévu. Et là, tu seras prise en charge par l'équipe sur place. Marion ne vient pas avec toi. Mais Marion est à Mayotte depuis, je crois, 14 ans. Elle a accouché ici aussi. Elle a travaillé à la maternité pendant longtemps. Donc, en fait, elle m'explique comment ça se passe parce qu'elle sait tout. Et alors, est-ce que ça se passe différemment de ce qui se passe sur le continent ? Oui, elle me prépare un petit peu psychologiquement. Il y a quasiment toutes les femmes à Mayotte partent de Mayotte pour accoucher, donc c'est qu'il y a des raisons. Elles vont toutes accoucher en métropole ou à La Réunion. Ah oui. Alors, pourquoi les femmes partent de Mayotte ? En fait, à Mayotte, il n'y a pas assez de place. Il y a trop de femmes qui viennent accoucher pour le nombre de places dans la maternité. Donc voilà, elle me prépare, elle me dit tout de suite que j'aurai pas de chambre seule. Il n'y a quasiment aucune chance que ça arrive. On risque d'être 2, voire 3, voire 4 en cas extrême, voire dans le couloir, si vraiment. Que Mario ne pourra pas rester. Il peut être présent à l'accouchement, évidemment, mais il a 2 heures sur place. Ensuite, il part et il a le droit de venir nous visiter que l'après-midi. Donc, je serai vraiment toute seule. Ça, elle m'y prépare bien. Elle me dit que normalement, ils te laissent sortir très tôt parce qu'ils n'ont pas de place. Donc, logiquement, au bout de 48 heures, si ça se passe bien, on sort. Et elle me dit aussi que s'il n'y a pas de place et que c'est vraiment pris dans la maternité, juste derrière mon accouchement, on peut m'envoyer dans une autre maternité. Alors, c'est pas vraiment des maternités, c'est plus des petits sanctuaires en fait, de campagne, on va dire. C'est des toutes petites maternités. Elle me dit que 2 heures après, on peut me mettre dans une ambulance et m'envoyer avec mon bébé là-bas. D'accord, ensuite de couche. Ensuite de couche. Pour la suite. Pour la partie séjour à la maternité, c'est délocalisé en fait. Voilà. Donc, Marion, effectivement, te prépare à ces conditions d'accouchement à Mayotte qui sont quand même assez précaires. C'est ça. Et toi, ça te stresse ? Pas tant. Non, ça me stresse pas trop parce qu'elle me rassure beaucoup. Ouais. Je me sens prête. Donc là, on est fin novembre et les jours passent, les semaines passent, donc, et la vie à Mayotte se déroule plutôt bien. Ouais. Jusqu'à ce jour de décembre. Alors, le combien déjà ? Alors, du coup, je crois que c'est le 14. Le 14 décembre. Il me semble. Où il va se passer un événement climatologique totalement fou, inattendu, imprévisible.
Et c'était donc le cyclone Chido. Ouais. Donc raconte comment s'est passé cette catastrophe naturelle, c'est comme ça qu'on appelle ça. À peine un mois après votre arrivée à Mayotte, quoi. À peine. On commence à entendre un peu aux infos qu'il va y avoir un cyclone qui arrive sur Mayotte. Et honnêtement, jusqu'au moment venu, on l'a tous sous-estimé. Ah ouais. Nous, le soir avant le cyclone, on était dehors en train de manger des brochettes avec des copains. Donc pour nous, il n'y avait aucun risque en fait. On s'est dit, oui, ça va être une grosse tempête, quoi. Mais vous aviez les infos par les journaux locaux ? Par les infos, ouais, les infos locaux, tout le monde en parlait, mais on était vraiment... on s'est dit, ok, ça va durer quelques heures, où il faut rester enfermé, ça c'est sûr. Mais déjà, on en a parlé 2 jours avant seulement, à Mayotte. Ouais. Alors qu'apparemment, en métropole, on en parlait déjà depuis quelques jours. Ok. Donc nous, 2 jours avant, on apprend ça. Honnêtement, on fait pas de provisions, on fait rien en fait. Ça ne vous inquiète pas plus que ça ? Non, pas du tout. Mais est-ce que le mot cyclone est prononcé ou est-ce que c'est juste vent violent ? J'en sais rien. Je crois que c'est prononcé, le mot cyclone. Il me semble que c'était prononcé. Je sais plus s'ils n'ont pas dit ouragan au début. Ouais, enfin, cyclone ou ouragan, voilà, on sait qu'il va y avoir un peu flippant. Voilà, mais au début, ils nous disent en fait que ça arrive en passant après à Madagascar et qu'il y a des chances que ça ait dégonflé, je sais pas si on dit comme ça, diminué d'ici que ça arrive à Mayotte. La force des vents est baissée. C'est ça. Jusque le jour J, où on nous dit, ok, là vraiment, il y a des risques que ce soit pas diminué du tout, donc il faut que vous soyez confinés chez vous en fait. Donc, est-ce que vous en parlez autour de vous ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu des catastrophes similaires qui vous racontent qu'effectivement ça peut être dangereux ou non ? On en parle, ouais, un petit peu. Mais on nous dit, on a déjà eu des alertes, ça risque d'être moins gros que ce qu'on dit, mais il vaut mieux quand même respecter les règles de sécurité. Donc voilà, on se dit que ça va se passer, quoi. Et qu'il faut rester enfermé sagement une nuit, et puis voilà, chez soi. C'est ça. Et que ça va aller. Ouais, jusqu'à la fameuse nuit. Sauf que, oui, vous aviez vraiment minimisé la force du vent. Complètement. Alors, comment ça s'est passé ? Donc, quand même, il y avait le mot cyclone, le mot ouragan qui circulait, donc tout le monde se barricade chez soi. Ouais, on ferme les volets, on va s'enfermer dans la chambre, parce qu'il y a une petite fenêtre, alors que dans le salon, il y a la baie vitrée, etc. On va fermer tous les volets, s'enfermer dans la chambre avec le chat, pas qu'elle s'envole, et on va prendre un pack d'eau, nos papiers d'identité au cas où, on ne sait jamais, et voilà, on attend que ça passe la nuit, quoi. Vous habitez dans quel type d'habitation ? Nous, on a un appartement classique en dur. Dans un immeuble ? Il n'y a qu'un étage, il n'y a que nous, en fait. Il y a nous et le rez-de-chaussée. D'accord. Il y a 2 appartes. Et après, autour de nous, c'est que des bangas. Les bangas, c'est les maisons en tôle. Donc nous, on est dans un quartier avec des bidonvilles, en fait. Nos voisins, c'est que des gens qui sont dans des maisons en tôle. Ok. On est le seul bâtiment dur de la rue. Waouh ! Le seul bâtiment en dur de la rue. Les autres bâtiments en dur, ils sont pas encore complètement construits. À Mayotte, il y a beaucoup de constructions qui sont laissées un peu à l'abandon ou qui prennent beaucoup de temps. Donc dans notre rue, vraiment notre petite rue, c'est une petite impasse, il y a que nous. Ok. Est-ce que des voisins vous demandent de venir chez vous en prévision ? Non. Personne. On connaissait encore personne en plus pour le coup. Oui. Et on avait tellement sous-estimé. En plus, c'était la nuit. Donc tout le monde était parti se coucher normalement le soir, parce que le soir, il n'y avait rien. Donc ils s'auraient tapé en pleine nuit, évidemment, on aurait laissé rentrer tout le monde. Mais il n'y a personne qui est venu. Donc ce soir-là, est-ce que ça commence un peu à souffler le soir, tranquillement ? Tranquillement. Petit vent. Nos téléphones commencent à se mettre en alerte. Ça fait très très peur. C'est-à-dire que c'est des tous les téléphones de Mayotte retentissent en même temps avec une grosse alarme pour toutes les catastrophes naturelles. Et ça nous dit alerte rouge, alerte orange, etc. Donc on passe en rouge et le cyclone est prévu, l'œil du cyclone est prévu, je crois, il me semble, entre 6h et midi, à peu près. D'accord. Le cyclone commence à s'entendre vers 3-4 heures du matin. Mario, cette nuit-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a dormi tout le cyclone. Il ne s'est jamais réveillé. Je pense que c'est un genre de moyen de protection. Il a dormi du début à la fin. Pas perturbable pour un sou. Ah ouais, dis donc. Ouais, il a dormi. Et toi, t'as réussi à dormir de minuit à 3h ? Ouais. Ok, et à 3h, t'es réveillée ? Et à 3h, je suis réveillée par le bruit. J'entends que c'est
n'importe quoi dehors. Je me calfeutre et en fait là je vois le plafond qui bouge, qui se fissure et je me dis waouh, c'est pas du tout ce qu'on avait anticipé. Je regarde dans mon salon parce que ma porte je peux l'ouvrir, je vois qu'il y a de l'eau partout. Et là je me dis ok, ça va pas du tout se passer comme on pensait et en fait ça dure des heures. Mais attends, tu réveilles pas Mario là ? Je le réveille mais il se rendort. Là je ne sais pas ce qui s'est passé chez Mario ce jour-là, on n'a toujours pas d'explication, il se rendort direct. Et Impossible. Toi, tu es pétrifiée dans votre lit ? Je me colle à lui et je mets mon ventre en fait en protection, en fœtus un peu. Ouais. Et je me protège avec Mario, qui fait bouclier humain. Et je me dis, à un moment, je me suis même mis par terre à côté du lit en me protégeant avec l'armoire qui était coincée contre la porte. Et je me dis, on attend en fait, il n'y a rien d'autre à faire. Sauf que nos téléphones, ils sonnent. Et là, on passe en violet. Et là, c'est pas la même chose. Wow. Violet, ça veut dire que même les secours n'ont plus le droit de sortir. Donc en fait, on est Vous êtes dans l'œil du cyclone, là, on est dans l'œil. J'arrive à aller dans la salle de bain, et en fait, à Mayotte, il n'y a pas de fenêtres. Il y a beaucoup de fenêtres, ce sont des nacos. Donc c'est des petites pales en plastique qui se soulèvent. Donc l'air passe et on peut regarder à travers. J'ouvre le naco, et là, je vois une voiture qui descend, toute seule, d'une rue. En fait, avec le vent, la voiture se déplace. Avec l'eau et le vent, tout bouge. Et je vois les toits qui sont arrachés, et je me dis... Là, je pense que on est en train de vivre un truc. Est-ce que tu vois des choses voler comme ça, te passer devant ? J'entends des meubles qui tapent dans mes fenêtres, dans mes volets. J'entends l'arbre. En fait, on avait un arbre collé à notre bâtiment. Et l'arbre, je l'entends qui tombe. Donc je me dis, à tout moment, notre salon, il est ouvert, en fait. Je sais pas. Sauf que là, je veux plus aller voir dans le salon. Je me dis qu'il faut que je reste dans la chambre avec l'armoire devant la porte et on attend. T'avais poussé l'armoire devant la porte pour bloquer la porte ? L'armoire, elle est très proche de la porte. Donc on savait que si, au pire, on pouvait pousser et se protéger, quoi. Et l'eau n'arrivait pas jusque dans votre chambre ? Non, ça s'arrêtait un petit peu avant et j'avais réussi à poser plein de serviettes et de draps par terre pour éponger un maximum. Et donc là, il devait être 9-10 heures du matin. Ne me dis pas que Mario dort toujours. Il dort toujours. Mario, il s'est réveillé, je crois, 1 heure avant la fin. Donc vers 11 heures. Mais tu l'as pas secoué ? T'avais J'ai pas besoin de le réveiller. Soit avec toi, là ? En fait, j'ai pas arrêté de le réveiller, mais je pense que vraiment, il a un mécanisme de protection qui fait que quand il est en danger, il dort. Je ne sais pas. Et à un moment, je me suis dit, en vrai, ça sert à rien de paniquer à deux. Au moins, il dort. Laissons-le dormir parce que je me suis douté que quand ça allait finir, on aurait des choses à gérer. Et je me suis dit, il va falloir qu'il soit d'attaque, en fait. Parce que là, on va plus être de... Très bonne de tout repos, quoi. Réflexion. D'accord. Donc... mais toi, du coup, t'étais toute seule dans la nuit, avec ces bruits, ce vent, à tout moment, le plafond qui s'arrache. Voilà. J'entends les gens crier dehors. Ouais. Ça fait peur quand on entend les gens hurler. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Je les vois pas. Je peux pas ouvrir mes volets. En plus, c'est que des volets électriques. Il n'y a plus d'électricité. Évidemment, ça a été coupé. Il n'y a plus d'eau. Donc, tu es dans le noir. J'entends hurler, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Mais tu vois quand même une bagnole qui dévale la rue toute seule. Ouais. T'entends un arbre s'effondrer tout près de toi. Je vois un toit de maison qui est tombé sur une voiture. Et la voiture, elle est pliée en deux. Comme ça, comme une crêpe. Est-ce que tu as du réseau ? Est-ce que t'as... Rien. Non, tu n'as rien. On n'a plus du tout de réseau. Vous êtes coupé du monde, là. Complet. Et toi, tu arrives à garder ton sang-froid ? Ouais, étonnamment. Je garde complètement mon sang. En fait, je pense que je passe en mode survie à ce moment-là. Et on est resté en mode survie bien 3 semaines, 1 mois. Mais là, on passe en mode survie, en fait. Il n'y a pas le choix. Là, il faut agir. Et déjà, j'attends aussi de voir quand ça va être fini, comment c'est dehors. Mais parce ça que doit j'en ai te aucune sembler interminable. Interminable. Cette matinée, elle est d'une longueur. Et ça continue de sonner sur les téléphones. Et ça, c'est horrible. On attend juste l'alerte qui dit c'est fini, en fait. Donc ça continue de sonner en alerte violet. Et après, ça redescend. Alors, je crois que ça a mis longtemps à nous envoyer la notification que c'était passé. Mais on est sortis avant. Alors, à quel moment Mario se réveille ? Mario se réveille vers 11h. J'ai bien dormi. C'est ça. Il se réveille à 10h30, 11h. Non, mais c'est lunaire. Je lui dis, mais tu veux venir voir ce qui se passe par le naco ou pas ? Tu te rends compte ? Il regarde, il me dit, waouh. Oui. Je lui dis, mais t'as rien entendu ? Il me dit, bah non, c'est fou et tout. Il me dit, mais là, je
je suis grave en forme, là, ça y est, je peux gérer, t'inquiète. Je dis, ok, bon, bah du coup, il va éponger le salon. Ah bah oui. On entend que ça se calme. Tu lui passes le relais, là. Voilà, je lui passe le relais, j'entends que ça se calme petit à petit. Et là, on entend les voisins qui sortent de chez eux. Tout le monde qui sort dans la rue, et on se dit, bon, bah, on sort. Et en fait, nous, on a une rue qui est en descente, et on voit plus le sol tellement il y a des objets, des meubles et des panneaux. Il y a le panneau d'un supermarché qui est à 3 km, qui est devant ma porte. Et je vois ça, je regarde. Ma voisine d'en bas, c'était une dame assez âgée qui avait pas de mur. En fait, c'est des barreaux. Donc on voit chez elle en plus. C'est un peu particulier ça à Mayotte, mais il y a beaucoup. Je vois qu'elle est inondée, mais de ça dans toute sa maison. Donc de presque 50 cm d'eau. C'est ça. Et en fait, Mario, il part avec des voisins. Ils sortent et ils décident d'aller déblayer la rue pour les secours. Donc il commence à aller déblayer. Donc il part parce que là, tout seul. aucune voiture ne pouvait circuler. Non, aucune. Mais non, c'est le bazar, il n'y a plus un arbre. Et en fait, nous, ce qu'on voit, le premier truc qu'on voit, c'est quand on sort, il y a une maison, un banga qui est devant chez nous. Il n'y a plus de banga. Je vois juste le sol. Il n'y a plus rien. Et je me dis, mais ils sont où les gens ? Ils sont où ces gens-là ? En fait, c'est eux que j'entendais crier, je pense. Mais qui sont allés chez des voisins, de voisins, de voisins. Et je regarde dans ma rue, et il n'y a plus de toit. Toutes les bidonvilles qui sont autour de chez moi, il n'y a plus rien. Tout est détruit. Et les gens, ils ont leurs meubles qui sont accrochés dans les arbres, leurs vêtements qui sont de l'autre côté. Et là, je me dis, mais c'est lunaire. Et encore, on ne réalise pas encore à 100%. Oh là là. Mais j'imagine la vision quand tu sors de chez toi, mais c'est... C'est comme si le temps était suspendu. En fait, on se regarde tous, et je pense que là, on se dit, là, il s'est passé un truc. Là, il s'est passé un truc fou, en fait. Et du coup, Mario s'en va, en plus, direct, pour aller aider, parce qu'il est appelé par les voisins pour aller... tous les hommes, en fait, partent déblayer, etc. Bien sûr. Et moi, ça sert à rien que je reste toute seule chez moi. On vient de vivre un truc de fou. La dernière chose que je veux, c'est être enfermée là où je suis depuis 12 heures toute seule. Du coup, je vais éponger chez ma voisine. Je prends une serpillière et je lui dis, je vais vous nettoyer l'appart parce qu'elle a 85 ans. Elle tient à peine debout. Donc, je lui dis, je vais vous retirer toute l'eau. Je passe 4 heures, je pense, avec la serpillière comme ça, à tout jeter dehors. Wow. Et donc, il y a de la boue partout. C'est comment concrètement ? Des feuilles, de la terre, de l'eau. Il y a tout, en fait. Il y a même des déchets qui sont venus s'écouler. Dans la rue, on peut à peine marcher parce que c'est le bazar. Je vois des enfants qui descendent pieds nus alors qu'il y a des débris partout. C'est comme une scène d'apocalypse. Et ça, on s'en est surtout rendu compte quand on a pris la voiture. Parce que du coup, 2-3 heures après, on décide de prendre la voiture et d'aller voir un peu les dégâts autour. Et là c'est la chute. En fait, là, on se rend compte qu'il n'y a plus de Mayotte. Il n'y a plus d'île, en fait. Il n'y a plus rien. Les maisons, tout est détruit. Mais tout. Les voitures sont en train de rouler parce que les gens font la même chose que nous. Ils ont un arbre dans la voiture, il y a un trou énorme dans la voiture, elle est pliée en deux. Tout est détruit. On passe au niveau du port, les bateaux. Il n'y a plus de bateaux. La quarantaine de bateaux qu'il y avait, il n'y a plus. Ils sont soit sous l'eau, soit à l'envers, soit ailleurs. Les gens sont tous dans un état un peu second, de vraiment tous on se regarde et on se dit mais là, comment ça va se passer ? L'inconnu en fait. Est-ce que vous voyez des blessés, des corps ? Non, mais par contre on voit les vrais bidonvilles parce que nous c'est un quartier en plein centre-ville. Ouais. Mais par exemple l'endroit où joue Mario qui s'appelle Kaweni, c'est le plus grand bidonville de France. Il n'y a plus. C'est comme regarder une déchetterie à ciel ouvert. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y avait des milliers de maisons faites par les gens. Et il n'y a plus rien. C'est des déchets. On voit personne. Sauf que là, il y a des milliers de personnes qui sont censées être là, en fait. Mais oui, mais donc, où sont les gens ? Nous, sur le coup, on ne sait pas. Alors, il y en a qui ont été dans des centres d'hébergement d'urgence. Ça, on le savait qu'il y avait des choses mises en place. Mais il y a eu beaucoup de morts. Et en fait, nous, on attend juste de savoir le bilan. Parce qu'on se dit, ça doit être énorme. C'est des quartiers entiers rasés, la carte, quoi. Rasés. Et des maisons, même en dur, où il manque la moitié du dessus, où il manque le toit, où il manque les fenêtres. Tout a pris au moins un dégât. Nous, notre appart, il y a juste eu un genre de trou qui fait que maintenant, quand il pleuvait, on était inondés à chaque fois. Mais c'est le seul dégât qu'on a eu. Et là, en fait, c'est pour ça qu'on déprime pas. On s'estime tellement chanceux. Tu m'étonnes. On se dit, mais punaise, ça aurait pu être tellement plus grave. Et nous, on n'a rien. Et tous ces gens-là, ils ont perdu leur maison. Et 2 heures après le cyclone, ils sont tous, les uns chez les autres, en train de reconstruire leur maison en tôle. Ils reconstruisent dans les heures qui suivent. Ah ouais. Ils sont d'une force
C'est impressionnant. Ouais, et d'une résilience et d'une efficacité. Ouais. Et ils se soutiennent tous entre eux. Nous, il y a un de nos voisins, il a été reconstruire le toit de tous les gens du quartier, je pense. Et on les voyait toute la nuit, là, qui travaillaient. Et en fait, nous, on pouvait pas se plaindre. On se sentait pas légitime. Vous deviez avoir l'impression d'être dans un film de catastrophe, quoi. Complet. C'est ça ? Ouais, en fait, on a l'impression qu'il y a une bombe nucléaire qui est passée et qu'il n'y a plus rien. Et on se dit, mais comment... Alors, on passe voir la maternité, on voit que ça a l'air OK, mais on voit que de l'extérieur. Donc, on se dit, bon, ça a l'air OK. En tout cas, elle est toujours là. Ouais, il manque un petit bout de toit sur l'hôpital, mais on ne sait pas trop si c'est la maternité ou pas. On n'a plus de réseau, toujours. Impossible de prévenir votre famille ? Alors moi, j'arrive à capter, je crois que je suis une des seules de Mayotte qui a eu ça, j'arrive à capter du réseau une fois de temps en temps. Donc j'arrive une fois de temps en temps à appeler mes parents, faire un point. 5 minutes, je raccroche, parce qu'en plus d'électricité, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc faut pas vider les batteries. Oui. Plus d'eau. Et en fait, là, on se rend pas compte. Je pense que nous, on se dit, quelques jours, ça va être réglé. Pas du tout. Pas du tout. Bah oui, parce que... endroit complètement sous-développé, donc aucune infrastructure pour pallier à ce type de catastrophe. Déjà que quand tout va bien, c'est très compliqué. Ouais. Donc là, ça par-dessus... Donc là, on se retrouve sans liquide, sans espèces, sauf que les distributeurs ne fonctionnent plus, sans essence, sans nourriture, sans eau, sans électricité. Et au bout de 2-3 jours, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, des queues dans les magasins pour faire des provisions et un distributeur qui est remis en route. Heureusement que les locaux ont été aussi gentils, il y avait 5-6 heures de queue à chaque fois, on m'a jamais fait faire la queue. Comme j'étais enceinte, à chaque fois, les locaux, ils me disaient, vous passez devant tout le monde, il n'y a même pas de question en fait. Ça, ils ont été adorables. Par contre, on tombe en panne, plus de voitures, plus de stock d'eau. Et en fait, on est resté sans eau et sans électricité pendant... 3 semaines et demie. Mais, c'est-à-dire, comment vous faisiez ? Vous buviez où ? On achetait des packs. Ouais. On arrivait à en trouver, mais il fallait faire des heures de queue, chercher dans plusieurs endroits. Sans eau courante. Ouais, sans eau courante. Chez vous, pardon. Ouais, d'accord. Sans eau courante. Pour faire nos stocks d'eau, parce qu'au bout d'un moment, ça devenait compliqué en termes d'hygiène aussi, pour les toilettes, etc. On marchait jusqu'à la mer. Donc il y avait, 4 km, mais en pente, comme ça, avec des seaux d'eau, des bouteilles accrochées à nos sacs à dos. On remplissait de l'eau, puis on repartait. Et ça nous faisait une journée de stock, quoi. Et puis, plus de voiture. On a fait 3 jours de queue pour avoir de l'essence, je crois. 3 jours de queue. Ouais. On y retournait le matin. On laissait la voiture sur place. On y allait le matin. On attendait toute la journée dans la voiture. Et le soir, on repartait chez nous. Il y en a qui dormaient dans leur voiture. Putain. Et quand on a récupéré de l'essence, c'est parce qu'on m'a fait passer devant encore une fois, en fait. Oui, parce que toi, avec ton gros ventre, voilà, t'étais prioritaire. Ouais. C'est le petit avantage à ce moment-là d'être enceinte. Ouais, gros avantage, ouais. Et dans tout ça, pendant que c'est un peu la cohue, je crois 1 semaine après le cyclone, on essaye de choper des packs d'eau et je croise Marion. Je croise Marion au supermarché, ouais. Et en fait, elle vient me voir tout de suite. Elle me dit, comment tu vas Donc voilà, elle me dit, si tu veux passer, quand on aura rouvert, tu passes. Mais pour l'instant, on ne peut pas rouvrir parce qu'il n'y a pas d'électricité, donc on ne peut pas rouvrir le cabinet. Moi, du coup, je devais avoir mon écho de 3e trimestre, donc qui était annulé, forcément. Oui. Et elle me dit, dès qu'on peut, on te contacte et tu reviens, en fait, faire des contrôles, etc. Ok. Entre-temps, moi, je sens plus trop Joshua bouger parce que j'y pense même plus à la grossesse. Donc, je revais à la maternité pour le coup, checker et tout va bien. D'accord. Bon, et puis ces 3 semaines-là se passent, c'est très compliqué, surtout l'électricité parce qu'on n'a plus de clim. Donc nous, dans notre appartement, il fait facilement 42-43, je pense. Donc je fais des malaises toute la nuit, donc on dort sur le balcon, sauf que c'est dangereux parce qu'il n'y a plus de lumière dehors. Et il y a des pillages tout le temps, donc on dort avec Mario qui dort entre moi et le balcon au cas où on se fasse attaquer. Ah ouais, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on l'a dit, c'est un endroit avec des problématiques sécuritaires. Et donc, évidemment, qui ont été accentuées. Bah oui, puisque les gens ont besoin de survivre, en fait. Donc, les gens pillent. Ouais, il y a des pillages. Il y a des pillages en journée, de nuit. Surtout de nuit, je crois. Surtout de nuit. Après, nous, on n'y a jamais assisté, au final. Ouais. Donc... Mais t'as pas peur ? Pas tant. Je crois que en fait, Mario me rassure beaucoup. Là, en fait, on découvre une nouvelle facette de notre couple. Clairement, là, on devient une famille, pour de vrai. On se soutient. Je pense qu'on n'a jamais été aussi connectés que pendant le cyclone. Ah ouais.
Bah puis en plus, c'est bête, mais on n'a plus de téléphone, on n'a plus d'occupation. Donc on parle beaucoup. Et oui. On passe des soirées entières, je me rappelle, sur le balcon, allongé à même le sol. Ouais. Lui, il me met mon ballon de grossesse sous les jambes pour relever mes jambes, que je tombe pas encore dans les pommes. Et on fait des jeux, des quiz de tête. Genre, on doit deviner l'animal auquel l'autre pense. C'est des trucs bêtes, mais ça m'a marqué, quoi. Il me fait passer avant pour tout. C'est-à-dire qu'on a une bouteille d'eau pour se doucher tous les 2 jours, une bouteille d'eau froide. Il me prend la bouteille pour moi et en plus, il me lave pour m'aider à économiser l'eau un maximum. Il me lave. C'est tout bête, mais c'est quelque chose qu'à 25 ans, on pense pas qu'un jour son conjoint va faire, de nous laver. Ça peut même paraître humiliant. Et en fait, non, nous, ça nous soude plus, parce que je me rends compte qu'il prend soin de moi comme pas possible. Oui, donc effectivement, votre construction familiale à 3 est en train vraiment là d'exister. C'est ça. Vous la voyez naître entre vous, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous parlez à votre bébé ? Est-ce que vous lui expliquez ce qui se passe ? Jamais. Non. Au jour d'aujourd'hui, je lui ai toujours pas expliqué. C'est vrai ? Non. C'est pour ça que ce podcast il est très important pour moi, parce que je veux qu'il ait une trace de son histoire. Mais j'ai beaucoup de mal à lui parler de ça. Ah ouais. Parce que je pense que je culpabilise quelque part beaucoup. Parce qu'il a pas mal d'angoisse aujourd'hui et je pense que c'est lié, c'est pas anodin. Il a eu une grossesse compliquée. Mais c'était, je dis toujours, c'était sa douceur au milieu du chaos. C'était vraiment ma petite bulle, en fait. J'arrivais pendant le cyclone à quand même me visualiser et en fait, j'oubliais tout ce qu'il y avait autour. Oui, de penser à lui, à la vie que tu portais. C'est ça. Sans trop se projeter non plus, parce qu'on savait pas trop comment ça allait se passer. En fait, il n'y a rien qui s'est passé jusqu'à l'accouchement comme je le voulais. Bien sûr. Donc, combien de temps vous passez là dans cette étape à dormir sur le balcon, à flipper des pillages le cyclone a eu lieu le 14 décembre, donc là très vite c'est les fêtes, Noël. Les fêtes se passent comme ça. Jour de l'an. On n'a pas de nourriture, c'est que des conserves, du thon, des sardines, des salades toutes faites. Enfin, on achète ce qu'on peut dans les magasins, il n'y a plus rien et il n'y a pas de réapprovisionnement. Vous faites quand même un petit truc pour Noël ? Non, on mange du thon. On a mangé du thon, c'est tout. Super. Et joyeux Noël, surtout. Non, on fait rien. Moi, j'avais un petit ventilateur de poche. Je me rappelle qu'on allait le recharger, mais du coup, on rechargeait pas trop nos téléphones. Mais pour Noël, on a quand même essayé d'appeler nos parents, parce qu'on arrivait à avoir un peu de réseau. Eux, ils étaient morts d'inquiétude, évidemment. Nos familles, elles étaient au bout du rouleau, les pauvres. Est-ce que vous leur racontiez vraiment ce qui se passait ? On disait pas tout. On disait une bonne partie, mais il y a quand même des choses... En fait, c'est pas qu'on voulait pas, c'est qu'il y a des choses, quand on les vit pas, c'est très compliqué de les expliquer, parce qu'on sait qu'on se rendra pas compte de l'autre côté. Parce que c'était quoi le plus dur pour toi dans cette période ? Pour moi, le plus dur, ça a été le fait de pas avoir ni d'eau ni d'électricité. Ça a été dur. La chaleur, horrible. Et surtout, ne pas se projeter. Moi, c'était ça le gros problème, c'est que je savais pas. En fait, je savais rien. Je savais pas si un jour ça redeviendrait normal. Je savais pas si on finirait par avoir une voiture qui refonctionne. Je savais pas si j'allais pouvoir accoucher. Et en fait, petit à petit, il fallait faire le deuil de tout. Le deuil de tout ce que j'idéalisais depuis toujours. Et ça, c'est dur. J'imagine. Comment se passent les dernières semaines là, avant ton accouchement ? Elles sont longues. J'ai aucun signe d'accouchement qui arrive. D'accord. Rien. Je sais juste que j'ai un bébé qui est quand même gros. Ouais. Au final, on peut me faire mon écho. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Quand est-ce que tu fais cette T3 ? En janvier ? En janvier. Dès qu'il retrouve l'électricité, il se débrouille pour me faire direct une écho. Elle revient combien de temps, l'électricité ? Combien de temps après ? 2 semaines, il me semble, pour le cabinet de sage-femme. Ça dépendait des zones, en fait. Donc, nous, on a mis 3 semaines. Le cabinet de sage-femme, 2 semaines. Il y en a qui l'ont eu le lendemain. Il y a des quartiers qui l'ont eu dès le lendemain. Ok. Il y en a, ça a duré 1 mois et demi. Oh là là. Ça dépend pour qui. Ok. Et par contre, on me dit que les rendez-vous d'avant anténatal, je pourrais pas les avoir parce qu'il n'y a plus le service à l'hôpital qui a été détruit, donc je pourrais pas les avoir. Ça, on verra après la naissance. Bonne raison. Nerveusement, oui, c'est ça, mais c'est une très bonne raison. Service, il est détruit. Il est détruit, donc il n'y aura pas. Donc, vous reviendrez le jour J, mais avant, on se revoit pas, quoi. C'est ça. D'accord. Et aucun signe d'un accouchement. J'attends les jours qui passent et je fais tout pour... Enfin, pas tout, parce que je veux pas non plus que ça arrive trop vite. Il est bien au chaud, tant mieux. Mais je me dis, punaise, on m'avait dit que j'allais accoucher à 6 mois de grossesse. J'arrive à 4 jours avant mon terme, je n'ai aucun signe. J'avoue que pour quelqu'un à qui on a dit... Piano, on se calme, on arrête tout, machin. C'est ça. Finalement, quand tu étais enceinte de quoi ? 4 mois, 5 mois. Là, maintenant, il veut plus sortir. Il veut plus sortir, et il n'y a rien.
Et je dis même à mon conjoint, va travailler tranquille, de toute façon ça n'arrivera pas, je pense, on va aller même après et je vais être déclenchée si ça continue comme ça. 3 jours avant mon terme, il part à 7h du matin, je lui dis, j'ai un peu mal au ventre, mais très léger. Bon, au pire ça va durer 2-3 jours quoi. 9h, je le rappelle, je lui dis, tu rentres tout de suite parce que je crois que j'ai des contractions toutes les 3 minutes. Ah! Donc, urgent. Ah bah oui, tu rentres là, rapidement. Coup, ça s'était accéléré. D'un coup. Dis-moi, avant ce jour J là, de la naissance de Joshua, la vie a un peu repris son cours. Un petit peu. Toi, t'as réussi à remettre un appart à peu près sur pied. Ouais, on garde cet appart. Donc voilà, on se dit qu'on va faire avec. Mario n'est pas sûr que le basket puisse continuer de le payer parce qu'il n'y a plus de basket, évidemment, c'est la dernière des priorités. Okay. Donc il trouve un deuxième travail. Il fait quoi ? Il travaille dans un magasin d'équipement de sécurité. D'accord. Mais du coup, avec des horaires... maintenant, il fait 6 heures. Enfin, il part à 6 heures en muscu parce qu'il doit s'entraîner pour le basket. Ouais. Il travaille de 8h à 16h. Il rentre à la maison. À 18h, il repart à l'entraînement. Il rentre à 21h30. Wow. Ouais, il a plus de... il a un jour off, c'est le dimanche. D'accord. Et en général, il a match. Donc, on se voit plus du tout. Moi, je suis toute seule. Je vois personne. Je suis enfermée tout le temps. Pourquoi ? Parce que y a nulle part où aller. Non, je connais personne. Il y a eu Shido, tout est fermé. Les commerces, il y en a plein qui ont rouvert des mois après. Il y a rien à faire. À Mayotte, pour le coup, il y a pas grand-chose à faire à part la plage. Ouais. Et puis, moi, j'ai pas la voiture. Il la prend pour aller travailler. Ah oui, en plus. En fait, je fais rien de mes journées. T'es confinée, sans confinement, mais post-cyclone, quoi. C'est ça. Et on sait qu'il aura pas de congé paternité. Ça, on le sait. Et tes potes, là, vos potes, ils sont partis. Ah, ils sont partis ? Ouais, ils se sont fait rapatrier pendant le cyclone. Ah là là. Ah ouais, donc vous êtes vraiment seul au monde, là. Ouais, on est tout seul. Bon, et toi, psychologiquement, ça va ? Ça va. Tu tiens le coup ? Ça va. Je me concentre sur l'accouchement, le fait que je veux faire le plus physio possible. J'ai tout prévu, ma petite playlist, mes cartes avec mes mantras. Je suis prête. T'es prête ? Je suis prête. Ok. Et donc le jour J arrive. Du coup, on se dit que je voulais durer le plus longtemps possible à la maison, mais là, on va aller à la maternité parce que c'est quand même très rapproché. Au pire, on reviendra, on est à côté. Comment tu gères les contractions ? Bien. Bien ? Je suis sur mon ballon, je les gère. Franchement, je les gère. Je me douche, je prends une longue douche chaude. Je me dis, allez, c'est peut-être aujourd'hui. Je vois que mon ventre, il est descendu d'un coup. Donc on se dit, allez, on y va, c'est parti. Ok. Je prends mon petit sac que j'avais déjà préparé, prête. T'es prête ? Ouais. Donc, direction la maternité de Mamoudzou. Et là, tu es accueillie par une équipe en place ? Débordée. Débordée. En place, mais débordée. Il y a des dames qui sont allongées partout dans les couloirs, en plein travail. J'arrive, je leur dis, je viens, j'ai des contractions depuis 2 heures, mais très rapprochées. Donc, elles m'auscultent. Je suis déjà ouverte à 4. J'ai déjà percé la poche des os. Ah ouais. Donc, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez la péri ou pas ? Je lui dis, non, moi, je voudrais essayer de faire le plus possible sans, mais je me mets pas de pression. Est-ce que je peux avoir une chambre ? Non, il n'y a pas de chambre. Non, là, vraiment, dans le couloir. dans le couloir comme avec, tout le monde. Avec un ballon dégonflé. Et du coup, en fait, je me retrouve avec 30 personnes autour de moi, 40 degrés, des câbles électriques qui pendent du plafond parce que y a eu le cyclone, une inondation, donc Mario qui est en train d'éponger le sol de la maternité avec les sages-femmes. Et moi, j'essaie de gérer mes contractions qui montent. Je fais mes bruits graves, etc. Mais pas du tout à l'aise. Au milieu de la foule, quoi. Zéro à l'aise. Enfin, horrible, je gère plus, en fait. Et ça dure comme ça de 9h à 13h. Je gère plus du tout la douleur à ce moment-là. Ah ouais, tu te sens submergée, là. Ouais. En fait, je peux pas me calmer, il y a trop de bruit, il y a trop de monde. Tu peux pas du tout te mettre dans ta bulle. Pas du tout. Donc, je vais me refaire ausculter. Je vais demander à ce qu'il me réausculte parce que j'étais, je pense, plus ouverte. Elle regarde et elle me dit que je suis à 5. Et je me dis, ça va être compliqué. Elle me propose de prendre le gaz hilarant. Donc là, elle me met dans une chambre de monito. J'essaye le gaz. Je me rends compte que ça ne me convient pas du tout. C'est pire. Et je lui dis, là, donnez-moi la péridurale parce que je vais pas tenir. Les conditions sont pas bonnes et je veux pas que ça se passe mal. Le but, c'est pas d'être traumatisée de mon accouchement. Oui. Donc, tu es déjà dans des conditions assez difficiles. Voilà. Donc je lui dis, donnez-moi la péri. Il est 13h. On me pose la péri à 21h. Parce que la machine est en panne. Et là, je ne gère plus du tout la douleur. La machine est en panne, c'est-à-dire l'anesthésiste n'est pas là. Non, en fait, il y a la machine qui analyse mon sang avant la péri qui est en panne. Donc elle me dit, désolé, mais il n'y aura pas de péri tant que c'est pas réparé. Sauf que moi, je ne gère plus
parce que quand on sait qu'on la veut, après, c'est mort. Ouais. Et en plus, elle me dit toutes les demi-heures, dans une demi-heure, c'est bon. Hein. 13h, 21h, tu attends 8 heures cette péri. Ouais. Toujours dans le couloir ? Non, là, on m'a donné une chambre. On m'a mis dans ma salle de naissance à ce moment-là. Ah, donc tu es seule ? Là, je suis seule avec Mario. Et on essaye de gérer, mais je lui fracasse la main, je l'insulte, le pauvre. Il en prend pour son grade. En fait, à chaque fois que j'ai une contraction, je lui dis, mais fais quelque chose, parce que là, je vais mourir. Enfin, et tu n'arrives pas du tout à mettre en place les trucs que tu as appris avec Marion, ta préparation ? Non. Pas du tout. Et du coup, à 21h, on me pose la péri. Elle m'ausculte après, elle me dit, vous êtes à 9. Ah. Et là, le travail ralentit d'un coup. Et je suis restée à 10 de 22h à 6h du matin. Oh là là. Ouverte à 10, dose de péri au max. Je Mais au moins, m'envoyais des shots. Mal. Ouais. Je sais que c'est pas bien parce que je voulais essayer de sentir, etc. Mais j'étais tellement ailleurs qu'il fallait ma péri. Donc je m'envoyais des shots. Et quand je sentais que ça approchait, qu'elle commençait à me dire on va se mettre en place, j'ai arrêté la péri, comme ça j'ai quand même pu ressentir. Ok. À 6h, 5h30, elle me dit que le bébé ne descend pas dans mon bassin. Le rythme cardiaque est très bon. Il n'y a aucun problème, aucune décélération, mais qu'on va pousser, tant pis. On va quand même pousser, on va le faire descendre, c'est pas grave. Est-ce que pendant ces longues heures avant d'être dilatée à 10 et qu'on te dise on va pousser, est-ce que tu as envisagé la césarienne ? Ouais. Et est-ce que ça te faisait flipper ? Parce que dans un hôpital, dans cet état-là... J'étais en panique de la césarienne. Quid du bloc ? Ouais. Je voulais pas du tout y aller. Donc moi, elle m'a dit on va pousser, j'étais en mode... Je vais pousser. Ouais. Donc là, elle me dit, on va s'installer, et puis let's go. Et puis, elles étaient 2. Donc ça, c'était après une nuit blanche complète ? Ouais, complet, sachant qu'il n'y a pas de fauteuil pour les papas. Parce que moi, Mario, il fait 2,6 m. Donc lui, il était allongé par terre, à même le sol. Et il avait mis ses pieds contre le mur, comme ça, pour être un peu installé et dormir un peu... Parce que lui, il pouvait dormir. Est-ce qu'il a réussi à dormir aussi profondément que pas du la tout. nuit du Là, cyclone ? pour le coup, non. Je pense qu'il a fait une sieste d'une demi-heure, mais c'est tout. Et il a passé sa journée allongé par terre, en fait. Donc, lui, il était fatigué aussi. Oui. Mais bon, il me l'a pas du tout dit sur le moment. Il était juste focus sur moi, mon petit ventilateur dans le visage. Et puis, let's go, quoi. On s'installe, on y va. Et là, donc, t'as poussé. J'ai poussé. De toutes tes forces. Très longtemps. Ouais. J'ai poussé. Et en fait, au bout de 35 minutes, la sage-femme me dit, ça descend pas. Donc, on va être obligé d'appeler le médecin pour voir ce qu'on fait. Sauf que le cœur est toujours excellent. Elle me dit, par contre, il n'y a pas de décélération. Donc là, aucun souci là-dessus. Votre bébé, il est juste vraiment pas envie de sortir de là, quoi. Donc, l'ambiance dans la salle, elle était super. Franchement, les sages-femmes qui m'ont accouché, des amours. Une des sages-femmes, c'était la fameuse photographe qui est venue pour faire des photos pendant mon accouchement. Génial. Et ça, je la remercierai jamais assez parce qu'elle m'a offert au moins un truc que j'ai pu avoir pendant ma grossesse qui a été super. Donc, elle m'a pris des photos de mon accouchement pendant le travail. Donc, trop bien. Quelle chance t'as eu. Elle était de garde cette nuit-là, en fait. Le petit cadeau complet. Que tu méritais, j'ai envie de te dire. Et du coup, au bout de 30 minutes, le médecin arrive, elle me dit « Je suis désolée, mais là, c'est soit j'utilise les forceps, soit la ventouse, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. » Elle me dit « Je vous laisse une dernière poussée. » J'ai entendu forceps, ventouse, j'ai poussé comme jamais avec Mario qui me criait dessus comme un coach de sport. Il me disait « Allez, je crois en toi. » J'ai poussé, il est descendu d'un coup. Et là, elle me dit, je vous arrête, je vais être obligée de faire une épisiotomie, je suis vraiment désolée, c'était ma hantise. Je lui dis, de toute façon, j'ai pas le choix, donc faites l'épisiotomie. Elle fait l'épisio, et là, Joshua décide de sortir le poing, comme ça. Mais non. Et me fait une déchirure gigantesque, en plus de l'épisio. Donc l'épisio n'a servi à rien. Mais il sort, enfin. Et il sort d'un coup, du coup. Donc il sort le poing en avant, le bras tendu. Et donc, il y avait déjà une ouverture faite par le scalpel qui ouvre le vagin. Mais lui, il l'a agrandi, c'est complet, ça que tu me dis. Ouais. En fait, du coup, j'avais l'épisio interne et la déchirure externe. Mais il est sorti. Ok. C'était mon... Et donc, tu l'as vu, le petit point Non, mais je l'ai attrapé, par contre. Ils m'ont proposé d'attraper Joshua toute seule, donc je suis allée l'attraper moi-même. Génial. Et j'ai pu le mettre tout de suite sur moi. Là. Et alors, c'était comment de récupérer ton fils ? La sensation, elle est folle. Quand on le sent sortir et qu'on l'attrape, c'est comme un autre monde, en fait. On est en suspens complet. Puis j'étais contente. Contente qu'il soit là, quoi. Et la rencontre, alors ? Tu l'as regardé dans les yeux ? Ouais. Il était exactement comme je m'imaginais. C'est vrai ? Ouais. Ah, c'est marrant ça. Il y a peu de mamans qui disent ça. Il avait une peau lisse,
et belle. Ah ouais. Il ressemblait à un poupon. Il avait vraiment une skincare. Je ne sais pas d'où elle venait, mais il était beau. Il s'était fait un petit masque avant de débarquer. Il était beau. Il était beau et j'étais contente et en même temps, j'étais un peu ailleurs, je pense. Oui, on peut facilement le comprendre. C'est ça. Donc, tu as passé un petit moment quand même avec ton fils dans les bras, là ? Ouais, alors oui, on a passé... Alors, ils l'ont tout de suite emmené pour faire les soins avec son père. Et là, on lui dit que c'est l'heure de partir, qu'il faut qu'il parte. Ah oui, qu'il faut qu'il quitte l'établissement, enfin le bâtiment. C'est ça. Et moi, pendant ce temps-là, on est encore en train de me recoudre parce que du coup, avec l'épisio, c'est un peu long. Oui. Donc là, Mario, il part, il est 8h. Et moi, je leur demande si je peux avoir à manger, à boire, parce que ça fait plus de 24 heures que j'ai rien eu. Et en fait, elle ferme la porte, elle me dit j'arrive. Et mon bip-bip là, pour appeler est en panne. Et personne ne vient avant 16h. Toute seule. On t'a oublié un peu, non ? On m'a complètement oublié. En fait, il y a eu une urgence à côté, elles m'ont oublié. Sauf que moi, j'ai pas mon bébé dans mes bras. Il est dans son landau. Sauf que je peux pas me lever, j'ai eu une péri. Et du coup, je peux pas le mettre au sein, j'ai toujours pas fait la première tétée. Et Donc tout le monde a déserté la salle de naissance. Mario est parti. Ouais, on m'a dit on vous laisse un peu seul en fait. Mais ils ont oublié de revenir juste. Et ton portable marchait pas ? Ne capte pas. Ah là là. Aucun réseau. Et du coup, je me débrouille tant bien que mal pour attraper Joshua et le mettre au sein toute seule. Ah, parce qu'il était quand même dans la pièce. Oui, il était dans la pièce. Ah, oui, heureusement. Ah non, heureusement. Ah, Joshua est dans la pièce, je le vois, mais je ne peux pas l'attraper au début. Et je me dis, il doit avoir faim. Bah oui, cet enfant. Chou. Et puis j'ai jamais allaité, donc j'aurais aimé qu'on m'explique comment le mettre au sein surtout. Il pleurait pas ? Il pleurait pas. Il était tranquille dans son berceau ? Il dormait, et du coup j'arrive à l'attraper. Et je le mets au sein, et la tétée se passe super bien. Et là je profite. Ah, bah oui, finalement, c'était votre moment. C'était notre moment tous les deux. Bon, la tétée se finit, et là, je me dis, ça devient un peu compliqué parce que je me fais pipi dessus, parce que je suis anesthésiée. Bah, bien sûr. J'ai mal, ça se réveille. L'épisio se réveille, ça fait très mal. J'ai encore du sang plein mon lit, tu vois. Ah ouais. Post-accouchement, j'ai encore mes draps d'accouchement en dessous de moi, donc hygiéniquement pas terrible. J'ai faim et j'ai soif surtout. Enfin, je viens d'accoucher, j'ai soif. Et puis pour te mouvoir là sur ce lit d'accouchement, comment super mal en fait. Tu te tournes péniblement, t'attrapes le oh là là. Oui, mais tu ne peux pas te lever. Non. Pour aller dans le couloir et dire excusez-moi. Impossible, si je me mets debout, je pense que je tombe. Ah oui, c'est ça. Entre la douleur de l'épisio et la péri, impossible de me mettre debout. J'ai essayé, mais impossible. Ok. Et donc à 17h, quelqu'un vient, je leur explique, elle s'excuse évidemment, et elle me dit, écoutez, on a une chambre qui vient de se libérer, donc on va pouvoir vous mettre, vous serez à 3. Mais au moins j'ai une chambre. Et puis elle m'emmène dans ma chambre. Et là je respire. Avec une bouteille d'eau ? Non, pas de bouteille d'eau, il a fallu que Mario m'en ramène une. D'accord. Donc là, tu as bu, tu as une chambre. Ouais, et j'ai mangé. Et t'as mangé. Donc là, c'est le bonheur. C'est ça. Ok, et donc on t'avait dit qu'il fallait vite libérer la chambre parce que pas de place, donc t'arrives quand même à dormir cette nuit-là. Alors je reste dans la maternité et en fait ça se passe super mal le séjour à la maternité parce qu'on est à 3 et je suis avec 2 dames qui ont perdu leur bébé. Ah, donc très compliqué. Les deux ont perdu leur bébé, mais c'est-à-dire à l'accouchement ? À l'accouchement. Et moi je me sens coupable. Parce qu'il y en a une des deux qui a même pas de sac avec elle, qui a un sac de course. Et moi, je suis là avec mon coussin de grossesse, mon bébé, En fait, je culpabilise. Bien sûr. Et je passais mes journées à errer dans les couloirs. Donc je marchais, sauf que dès que je marchais, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes à cause de la douleur. Mario pouvait presque pas venir. Et en fait, là, le lendemain de mon accouchement, il vient et il me dit, là, je t'ai jamais vu comme ça. On dirait un zombie. Je suis au bout du rouleau, là. L'allaitement se passe comment ? Super bien. Bon, donc ça au moins, c'est déjà ça. T'arrives à bien se nourrir ton fils. Bien. Et j'imagine que t'as qu'une hâte, c'est de te retrouver chez toi. Ouais. Quoi. Okay. Et du coup, je demande à sortir. Et j'explique à la pédiatre en larmes que il faut qu'elle me laisse sortir, sinon je vais faire une vraie dépression, je pense. Et elle me laisse sortir au bout de 48 heures. Ok. Ouais. Et donc là, retour à la maison. Comment ça se passe ? Trop bien. Là, je respire. Le vrai début de ton postpartum, là. Là, je respire. Ça se passe super bien. Je suis amoureuse de mon fils. Il n'y a pas d'autre mot. On est dans notre bulle, en fait. Bon,
très rapidement, on l'est plus parce que Mario a 3 ou 4 jours, je crois, où vraiment il travaille pas et après il repart tout de suite. Avec le même rythme, 9h, ouais. non, 6h. Ouais, et il rentre vers 21h. Oh, ouais, ça c'est dur. Donc t'es toute seule. Après, Joshua, il passe son temps au sein. D'accord. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc t'es toute seule, les seins à l'air, complet, j'imagine, en short ou en jupe. Et c'est ça. Ton occupation principale, c'est de nourrir ton enfant. Ouais. Et de te nourrir toi aussi, quand même un peu. Un petit peu. C'est toi, du coup, qui dois continuer à aller faire les courses, la logistique c'est ma seule sortie de la semaine, c'est les courses. Je sors une fois par semaine. En fait, il fait trop chaud. Pour Joshua, c'est compliqué. Il fait trop chaud. Il y a toujours pas la clim. Si. On a récupéré la clim, mais dans la chambre, il est sous la clim, donc on sait que c'est pas terrible. Et malgré qu'il soit sous la clim, il fait 28 minimum. Et quand je suis dans le salon avec lui, il fait 34. Donc il est en nage tout le temps, cet enfant, en fait. Donc il est en couche permanente. D'accord. Même quand je sors dehors, je le prends en couche. Et donc, tu l'as au sein pour l'hydrater en plus en permanence. Ça, c'est la solution quand même géniale. C'est ça. C'est que tu es sûr qu'il est bien hydraté. Ouais. Parce que j'imagine que c'est ça le risque. Ah bah oui. La déshydratation. C'est ça. C'est ça. Et puis, il y a tout qui nous fait un peu peur parce que s'il a un problème de santé, comment ça se passe ? Il n'y a pas vraiment de pédiatre. Et puis, moi, je sors pas beaucoup. Je suis très seule. Les 2 premiers mois, ça se passe super. Et le 3e mois, c'est l'horreur. L'horreur, parce que Joshua, il a des coliques, mais plus, il est RGO. Wow. Et en fait, il vomit en jet tous les jours. Et du coup, moi, je suis en stress tout le temps. Dehors, à Mayotte, ça devient de plus en plus dangereux. On entend de plus en plus qu'il y a des attaques quand on est en voiture, en fait, des gens qui t'arrêtent et à la machette, qui viennent te voler tes trucs, te sortent de la voiture. Moi, dès que je sors avec Joshua, j'ai qu'une peur, c'est qu'il lui arrive quelque chose. Tu le portes comment ? En portage, s'il fait pas trop chaud, par exemple que c'est le soir. Sinon, je l'ai dans le cosy tout le temps. Donc, je porte le cosy, sauf qu'il est lourd en plus. Il fait vite 6-7 kilos. Donc, tu portes le cosy à bout de bras pour aller faire tes courses. Il y a toujours la queue pendant super longtemps. Moins, mais il y a toujours un peu... C'est encore compliqué, l'alimentation. On mange toujours pas ce qu'on veut, par exemple. Ouais, c'est ça. Il n'y a toujours pas vraiment de frais. C'est encore un peu compliqué. D'accord, donc tu tiens comme ça pendant 2 mois, et le 3e mois, tu t'effondres. C'est l'horreur. Je m'effondre pas, mais Joshua pleure tout le temps. Ah oui. Ouais, il pleure toute la journée. C'est Joshua qui, son RGO s'accentue, s'aggrave. Il avait beaucoup de coliques, il pleurait beaucoup. En fait, c'était surtout le tunnel du soir. 16-23 heures, il dormait jamais avant 23 heures minuit. Il était en hurlement. Et en fait, moi, j'en pouvais plus. J'avais aucune échappatoire, je voyais personne. Et mon conjoint était presque pas là. Donc en fait, moi je suis épuisée, je pense. J'ai toujours pas récupéré de l'accouchement finalement. Évidemment. Il tète tout le temps, donc je suis à la demande, mais du coup je l'ai sur moi tout le temps. C'est un bébé qui veut pas du tout être posé. Et du coup, en fait, il y a des journées, je me rappelle, où je passais ma journée comme ça, à le bercer debout dans l'appartement qui fait 30 mètres carrés avec la chaleur. Lui qui pleure et j'ai pas de solution. Et en fait, quand Mario rentre, je lui dis là, il faut que tu le prennes parce que je me fais peur, tu vois. Je me dis là, je suis en train de devenir folle, je pense. Et je peux plus l'entendre pleurer. J'ai pas 5 minutes pour moi dans ma journée. Je peux pas me laver. Non, tu pouvais rien faire. Rien. Tu as eu des pensées intrusives pendant cette période-là ? J'ai pas eu trop de pensées intrusives. Par contre, je suis en constante imagination de il va lui arriver quelque chose, là je vais le faire tomber, il va mourir, il va se fracasser le crâne quelque part. En fait, j'imagine les scénarios catastrophes 10 fois par jour, tout le temps. J'ai tout le temps l'impression qu'il va mourir, de toute façon. Plus le climat extérieur qui est atroce et pas du tout rassurant. C'est ça. Donc t'es un peu dans une spirale assez dark, assez très dure. Très dark, et en fait, à 3 mois, on reçoit enfin ses papiers d'identité. Et le jour où on a ses papiers, il est en crise de ventre. On a très peur que ce soit son rein, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait. Et là, Mario me dit, en fait, je te laisse pas le choix, je t'ai pris des billets d'avion, tu pars demain. Tu rentres en métropole. Parce qu'il me dit, là, je vais te récupérer à la petite cuillère, sinon. Il me dit, moi, je suis obligée d'aller au bout de mon contrat, donc je rentre dans 1 mois, mais toi, tu rentres. D'accord. Et en vrai, ça me soulage. Ouais, t'es contente de le voir je me dis, je pars demain, ses billets d'avion, là ? Je pars demain. C'est fou. Et ma famille sont pas au courant. Ah, ok. Et donc, te voilà à prendre l'avion le lendemain avec ton fils sous le bras. Ouais, et direction 5 valises.
Ah, 5 valises. Ouais. J'en ai laissé que 2 parce que moi, j'avais Oui. toutes les affaires de Joshua. Bah oui. Donc 5 valises, Joshua en porte-bébé. Et puis 15 heures d'avion toute seule, quoi. Mais attends, qui t'attendait à l'arrivée ? Mon père, je l'avais Ah, prévenu. J'avais quand prévenu même. mon père pour qu'il vienne me chercher quand même. Donc direction chez papa, maman. Chez papa, et je voulais faire la surprise à ma maman, du coup, qui habite, comme ils sont séparés, qui habitent Oui. pas au même endroit. Et je me dis, bon, bah là, pendant un mois, je vais être à droite à gauche, quoi. Ok. Encore pas de stabilité, mais bon, c'est comme ça. Parce que l'idée, quand vous en discutez avec Mario, c'est quoi ? C'est de rentrer Oui, définitivement. rentrer. Ouais. On est au courant qu'on repartira pas Oui, trop dur. d'accord. Trop dur. Donc là, tu laisses Mayotte derrière toi. Ouais, moi, je laisse Mayotte complet et avec plaisir. Alors, Ah ouais. attention, c'est une très belle île. Les gens adorables. Franchement, une découverte de fou. Je C'est pense sûr. qu'hors Chido, on s'y serait plus, en vrai. Ouais, bien ouais. sûr. C'est juste que c'était pas le bon moment. Bah ouais. Vous êtes arrivé C'est ça. vraiment Au pire moment. Ouais. Que cette île ait vécu depuis des décennies, quoi. C'est ça. Et puis moi, j'étais un peu triste de partir, dans le sens où triste de quitter Mario. Oui. Je me dis 1 mois. 1 mois sans lui. 1 mois sans qu'il ait son fils. Pour moi, c'est dur parce qu'encore une fois, c'est un idéal qui s'effondre. Et on n'aura toujours pas cette bulle. Et puis surtout, on ne sait pas du tout comment ça va se passer en rentrant. Oui, là, c'était encore une fois un saut dans l'inconnu avec zéro... Il est déjà en discussion avec Charleville. Donc on sait qu'il y aura sûrement quelque chose. Ok. Mais pendant quelques mois, jusqu'à ce que la saison commence, on sait qu'on va être dans nos valises à droite à gauche, quoi. Donc là, on est au mois de mars, avril ? Non, là, on est en mai. Ah, en mai. Ouais, on est mi-mai. Oui, mai 2025, Ouais. du coup, l'année dernière. Ok. Non, mais ta mère, raconte comment c'était quand elle a ouvert la porte. Ma mère, elle s'y attendait grave pas. Elle était pas prête du tout, surtout que je leur ai envoyé des photos le matin même où j'étais déjà en métropole avec Mario en disant aujourd'hui on va faire une balade. J'essayais de leur mentir un peu. Ouais. Elle s'y attendait pas du tout. Elle m'a même pas reconnue au début, elle a mis 5 minutes à... Mais... Ah là là. T'as filmé ou pas ? Ouais, je l'ai filmé. Ah, t'as filmé. Ouais, Je te remets-toi la vidéo. Je l'ai C'est filmé. génial. Mon meilleur ami aussi, parce que j'en parle pas depuis le début, mais c'est une des personnes avec qui je suis le plus proche au monde, je pense. Ton meilleur ami, donc qui t'attendait pas, mais à qui t'as fait la surprise c'est ça, aussi qui est là-bas. le parrain de Joshua. Quel parrain. Donc qui a joué un rôle... alors lui, pour le coup, à Mayotte, tous les jours, 3 fois par jour, je l'appelais. Ah ouais. C'est la personne qui m'a permis t'a de tenu. m'évader. En plus, il est médecin. Donc c'est bête, mais il me rassurait c'est beaucoup. pas un détail. Il s'appelle comment ? Beaucoup. Marc. Donc retrouvailles avec maman, retrouvailles avec Marc, et puis avec mes frères, tes frères, tout le tes monde. potes. Tout le monde. La famille de Mario aussi, que je retrouve un peu après du coup, parce qu'ils sont pas dans le coin. Mais ouais, c'est les retrouvailles là. Est-ce que tu as savouré chaque verre d'eau que tu te servais au robinet ? Au début, oui. Après, chaque on oublie. douche, ouais. chaque supermarché bien achalandé. Les supermarchés au début, oh là là, un bonheur, j'y passais des On oublie heures. vite, hein. On oublie très vite, mais les on premiers est jours... blasé en fait de la chance qu'on a. Et j'attendais juste que Mario rentre, parce qu'en plus, c'était dur pour lui, parce que lui, il restait tout seul là-bas. Ouais. Donc lui, le mois, il a été horrible. Ouais, j'imagine. Mais bon, horrible. au moins, vous saviez qu'il y avait une fin, que vous alliez vous retrouver. C'est ça. Et puis toi, tu pouvais préparer un peu vos retrouvailles aussi. Donc, ça. Et là, il signe à Charleville en plus, pendant qu'il est encore à Mayotte. D'accord. Sur la fin. Sur la fin. Donc, ça voulait dire que vous alliez avoir un appart de fonction ? Ouais, on sait qu'on va avoir un appart courant juillet-août. Ouais. Donc, t'as passé combien de temps le mois d'attente de Mario chez ta maman ? Oui, chez ma maman, chez mon papa. D'accord, tu faisais la navette. Et ensuite, on a été chez ses parents à lui. D'accord. Très dur parce qu'il y a pleine régression de sommeil de Joshua. Donc, de 3 mois à 6 mois, de toute façon, ça a été très compliqué. Il dormait pas, il dormait que dans mes bras. Donc, je l'avais comme ça toute la nuit. Il ne dormait que sur moi. Bon, et alors Mario a fini par arriver en métropole et vous vous êtes retrouvés. Ouais. Enfin. Et alors, quand est-ce que vous avez pris vos quartiers dans votre nouvel appart ? Le 27 juillet. On s'est installés. Et moi, le 1er août, j'ai loué un local et je me suis dit, je vais refaire les travaux tout le mois d'août avec Joshua sous le bras. Ouais. Et le but, c'est de commencer à retravailler le 1er septembre. D'ouvrir ton studio de coaching sportif. Ça. Coaching sportif, postpartum, réformeur, que pour femmes. Génial. Comment ça va depuis ? Quel regard tu portes là ? C'est quoi les updates là depuis 7 mois ? Eh ben, ça va beaucoup mieux là depuis 2 mois. Vous avez pris vos marques depuis 2 mois seulement ? Ah ouais.
Depuis 2 mois. Ça a été très dur. En fait, je pense que j'ai eu un peu un trauma, clairement, de Mayotte, de l'accouchement, de tout. Et en fait, j'ai commencé à faire une thérapie avec une psy, qui est aussi une doula. Ah, génial. Ouais. Et en quelques séances, ça m'a complètement transformée. Ah ouais. Ouais, elle m'a permis de comprendre tellement de choses. En fait, ça fait des mois que je suis en hypervigilance constante par rapport à Joshua. Bah ouais. Et en fait, jusqu'à maintenant, j'étais tout le temps à côté de mes pompes, tout le temps à pas vraiment me réjouir, tout le temps de mauvaise humeur, irritable. Et en fait, c'est parce que j'ai peur tout le temps pour lui. J'avais tout le temps peur. Et depuis qu'elle a mis les mots là-dessus, j'arrive tellement à me libérer plus. Ah, tant mieux. Ouais. Pareil, l'allaitement, elle m'a permis de comprendre qu'en fait, si c'était autant important pour moi, c'est parce que c'est la seule façon que j'avais de rassurer mon bébé, en fait, pendant oui, tout de ça. le protéger d'une certaine manière. Et comme c'est la tu pouvais. seule chose qui s'est passée comme je voulais, surtout. Ouais, parce que pour le coup, l'allaitement, là, j'allaite encore. Et c'est... Ah, t'allaites encore, ouais. génial. On arrive à 1 an. Ouais, dis donc. Oui, donc ça a été vraiment ton point d'ancrage pour réaliser ta maternité. Mais clairement, tu as eu un contre-coup, quoi. Complet. Et tu as eu un stress post-traumatique, elle t'a dit. En fait, c'est ça. Donc, on va peut-être essayer quelques thérapies pour débloquer. Le EMDR, exactement. Oui, ça marche super bien. Il paraît. Sur les traumas. Ça a été très dur les mois qui ont suivi. J'ai pas fait de dépression. Parce que je pense que voilà, on était un peu en mode survie, on n'a pas le choix, on avance. Mais j'ai pas profité. Et en même temps, je dis ça, mais tellement amoureuse de Joshua. Oui. C'était... Heureusement, ça n'enlève pas l'amour. C'est ça, c'était tellement contradictoire parce que je l'aime tellement que limite c'est douloureux, tellement je l'aime. Tu vois, c'est vraiment une évidence. Et être maman, c'était exactement comme j'imaginais. Je savais que j'allais être une maman poule, mais c'est vraiment trop beau en fait. C'est poétique presque, tellement il est parfait. Il est parfait, mais c'est vrai que son arrivée dans ce monde... c'est faite très compliqué dans un cyclone, quoi, dans l'œil du cyclone. Et lui, il dort pas. Et ça, c'est encore compliqué. Ah, il dort toujours pas. Le sommeil est très très difficile et je pense que c'est lié. Mais tu sais, peut-être que si tu lui parlais à ton bébé... C'est ce qu'on me dit, c'est ce que Anaëlle m'a dit. Peut-être que si tu lui racontais tout ce que... Alors, peut-être pas tout dans le détail, mais si tu lui racontais ce qui s'est passé pour toi pendant ta grossesse, ce cyclone qui n'est pas rien... tout ce qu'il a vécu pendant qu'il était dans ton ventre et tout ce que ses parents ont traversé comme émotion, peut-être que je ça pense lui qu'il faut ferait des explications. Je pense qu'il se pose plein de questions. J'ai beaucoup repoussé parce qu'en fait, c'était un peu une façon de le protéger, je pense aussi. Et moi aussi, j'avais du mal à remettre les choses en face et j'avais tellement du mal à mettre des mots sur ce qui se passait. Et là, je commence de plus en plus à lui parler et je sens que voilà, ça lui fait du bien, mais... Le sommeil, il est très nerveux, il n'arrive pas à se relâcher. Et voilà, je pense que c'est pas anodin. Il a vécu des choses compliquées. Bah oui, je pense qu'il est peut-être un peu inquiet ou il a besoin d'être rassuré et que tu lui dises que c'est derrière vous, que tout va bien, qu'il n'a pas d'inquiétude à avoir. Là, j'ai commencé à mettre le soir, lui dire tu peux dormir, tu n'as pas besoin de te réveiller, je gère, tu peux être rassurée, tout va bien. Et c'est vrai que voilà, j'essaye d'être moins en hypervigilance constante parce que ça y est, on est hors de danger en fait. Après, il peut toujours se passer quelque chose, mais par rapport à Mayotte, on est hors de danger. Bien sûr. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Bah oui, cette impression, enfin, qui n'était pas une impression, mais cet état d'insécurité permanent dans lequel vous avez vécu pendant ces mois à Mayotte, c'est pas rien. Non. De ne pas se sentir en sécurité chez soi alors que tu es à un moment de ta vie où tout doit être sécurisé. C'est ça. Où tu veux construire une bulle, te mettre dans ton cocon et n'être que douceur et réassurance. Là, c'était tout l'inverse. C'est ça. C'est comme si en fait j'essayais en permanence de construire cette bulle et qu'à chaque fois, mais presque tous les jours, on prenait une aiguille et on perçait la bulle à chaque fois. Voilà. Bah, t'as tout dit. Ouais, c'était vraiment ça. Et maintenant, là, votre mission, c'est de reconstruire cette bulle de sécurité autour de lui et de le mettre en confiance, en fait. C'est ça. Il faut remplir son réservoir de confiance qui a été un petit peu... qui avait un peu des fuites, quoi. C'est ça. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, c'était indépendant de votre volonté. Là, pour le coup, on pouvait pas faire autrement. La catastrophe naturelle, tu vois, c'est de la faute de personne. C'est ça.
c'est votre trajectoire de parents, mais... Et on est fiers de nous. Parce que, vous pouvez. Franchement, malgré les conditions... bien sûr. Et puis vous avez pris les bonnes décisions au bon moment, tu vois. Te filer un billet d'avion à ce moment-là. Ça a été dur, mais c'était la chose à faire en fait. Bon, merci infiniment, merci à toi. Montaigne, d'être venue me raconter tout ça. Je pense aussi que ce sera un merveilleux témoignage à faire écouter à votre fils s'il a besoin de plus de documentation pour comprendre, quand il sera en âge de comprendre et d'écouter ce podcast. Joshua, voilà, tout est là. Et ta maman et ton papa ont encore plein de choses à te raconter certainement, mais en tout cas, la base est là. C'est ça. Alors évidemment, on embrasse très fort Mario et Joshua. On embrasse aussi ta sage-femme Marion, qui nous écoute peut-être de Mayotte, peut-être. Ton ami Marc, tes parents, que tout continue de bien se dérouler pour vous. Je pense qu'en termes de catastrophes naturelles, vous avez eu votre quota. Oui, je pense ça, que vraiment, je pense que là, ça c'est fait. Hein. Maintenant, ça va être une autoroute de sérénité et de bonheur. Je pense que là... le jour où il y a une deuxième grossesse, c'est le Club Med. S'il te plaît. Si c'est en métropole... S'il te plaît, évite de trop bouger pour une deuxième grossesse qui est en projet. Oui, on sait qu'on en veut un deuxième, mais on va vraiment prendre notre temps. Je vais te checker, je vais te géolocaliser quand tu m'annonceras ta prochaine grossesse. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci à toi. Et bisous, à bientôt. Belle vie à vous tous. Merci beaucoup. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci encore infiniment à Montaigne de s'être replongée dans ses souvenirs apocalyptiques pour nous. Aurélia Martin était à la production de cet épisode, Claire Sarfati au montage, Fanny Tournel au casting et j'en ai assuré l'interview et l'enregistrement au studio L'Arrière-Boutique. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, évidemment. Mais d'ici là, vous ne risquez pas de vous ennuyer parce qu'on a 2 autres podcasts à vous faire binger. Il y a Hot Stories et Women's Stories qui sont dispo sur toutes les plateformes de podcast. Et puis parce qu'on est vraiment partout, vous pouvez nous retrouver sur Instagram évidemment, mais aussi désormais sur YouTube et TikTok, oui. Alors on compte sur vous pour nous follow et partager nos contenus au maximum. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et puis bien sûr, long live the bliss.